si le temps nous le permet. Principalement, nous reviendrons sur ces tueries enregistrées une fois de plus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun à raison de la crise anglophone. On le sait, dimanche dernier, alors que des fidèles étaient en pleine prière dans les maisons du Seigneur. Ces derniers ont été pris à partie par des éléments revendiquant la rébellion dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun à la suite d'une opération lancée par le Fonds de défense et de sécurité. Un communiqué du ministère de la Défense vient d'ailleurs préciser les circonstances réelles de cette circonstance qui malheureusement a coûté la vie à une personne, une dame, dans la localité de Bali, Nyonga, c'est dans le nord-ouest du Cameroun, et d'autre part à Balingoli, c'est dans à la région du sud-ouest du Cameroun, des blessés graves et légers et un mort sur le carreau qui ont fait monter la pression dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, mais au-delà du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les formations politiques sont nombreuses, montent au créneau pour décrier cette crise qui continue de sévir et de faire des morts à travers le triangle national, le MRC à travers son président national, le Social Democratic Front SDF et plusieurs autres partis politiques, parmi lesquels la part, qui se sont prononcés contre cette tuerie et qui appellent une fois de plus à des solutions pratiques et certainement pérennes pour la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et vous le savez, il y a quelques jours encore, les Camerounais de la diaspora, à travers un communiqué, précisément appellent à une nouvelle manifestation à Genève en Suisse le week-end prochain. Pourquoi cette récidive de la diaspora? C'est la question qui est posée dans la deuxième partie, certainement les 25 dernières minutes de ce programme, pour essayer également de voir plus clair autour de cette autre manifestation. Rappelons que dans le communiqué rendu officiel, ces Camerounais de la diaspora parlent de la libération de tous les prisonniers politiques, à la fois prisonniers politiques, mais également prisonniers ambazoniens. Je reprends leur propos. Ces Camerounais appellent également à un code électoral consensuel, non sans parler de la mise en place d'une plateforme de concertation pour une scène politique apaisée au Cameroun. Voilà les maîtres mots contenus dans le communiqué de ces Camerounais de la diaspora qui appellent à une nouvelle manifestation à Genève en Suisse le week-end prochain. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui va constituer l'épine dorsale de ce programme de ce soir. Merci une fois de plus d'être des nôtres. Vous le savez, ce sont des sujets sur la table du débat, mais également des invités. Tout de suite, la présentation du panel. Votre programme tout au clair du soir sur la télévision du monde, ce va être un programme interactif 696 1403 12. C'est un des codes d'accès LTM TV officiel. C'est l'autre code d'accès pour être pleinement acteur, partie prenante de ce programme du soir. Et parmi nos invités, le représentant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, Alex Nguepi, c'est son nom. Alex, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à ceux qui sont sur le plateau et un bonsoir particulier aux otages de la dictature qui se trouvent du côté de Yaoundé, Yaoundé, Douala, Bafoussam et ailleurs. Et aussi, je te demande aussi aux militants d'être solidaires à l'opération Alba's Rose lancée par le MRC pour les enfants des prisonniers incarcérés et ceux du NOZO. Donc l'opération est lancée officiellement d'être solidaire à cette initiative-là, tous les militants et partisans du MRC. Merci beaucoup à vous, Alex Nguepi, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, juste à côté de vous. Un acteur politique de choix, c'est un invité prestige dans le cadre de ce programme du soir. C'est le président national de l'APA, la nouvelle formation politique de l'opposition, une formation qui entend rassembler les Camerounais autour des idéaux et des fondamentaux forts. Célestin Djamène, c'est son nom, on ne le présente plus. Bonsoir à vous, président Djamène. Bonsoir Fred, bonsoir à tous les auditeurs de LTM Télévision, président de la nouvelle opposition. De la nouvelle opposition. Absolument. Donc nous avons la prétention, la faiblesse de parler d'un parti qui incarne désormais la nouvelle opposition. Une opposition qui sort des gris-gris traditionnels, des gris-gris politiciens,
et qui se tient résolument vers la présentation et la pratique d'une nouvelle manière de faire la politique. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons bien sûr à juger le maçon au pied du mur. Donc nous nous attelons à être à la hauteur de l'espérance, ou si vous voulez de l'espoir, suscité au sein des populations. J'espère que, je suppose que vous le savez comme moi, que la vieille opposition a totalement échoué, et même une partie de la nouvelle, de la soi-disant récente opposition, aujourd'hui, n'a pas envie de présenter aux Camerounais, d'inviter les Camerounais à pratiquer et à voir la politique autrement. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup à vous, Célestin Djamène. J'ai envie de penser que vous rejoignez l'idée lancée par Abel Limloba à travers la plateforme Kaotal, mais on n'en parle pas ce soir. On aura peut-être le temps d'en parler dans d'autres programmes. Je suis tout à fait solidaire avec Abel. Il a de très bonnes initiatives. C'est pas parce que c'est un ami, c'est parce que je juge sur les faits et sur les dessins des choses qu'il propose en politique. J'estime que évaluer la manière dont les partis politiques se comportent aux élections est extrêmement fondamental. Merci beaucoup à vous, Célestin Djamène. En face, nous aurons également des acteurs politiques de choix, notamment le représentant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et c'est son porte-parole qui est avec nous ce soir, Christian Ndjok. Bonsoir à vous, Christian. Bonsoir Fred, bonsoir mes companélistes, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Tout le plaisir le nôtre d'être là une fois de plus ce soir et vivement que le débat, n'est-ce pas, soit à la hauteur des attentes de nos nombreux téléspectateurs afin qu'on puisse naturellement s'éviter ce qui a lieu de commencer à vouloir faire la différenciation ou la catégorisation entre opposition sacrée, opposition nouvelle, opposition ancienne, vivement qu'on en soit à proposer, n'est-ce pas, des solutions crédibles, des alternatives, n'est-ce pas, qui sont, nous sommes dans un marché politique, la loi de l'offre et la demande. Pour le moment, le PCN a proposé, n'est-ce pas, ces idées aux populations et nous avons des élus qui représentent valablement le parti qui est le nôtre, vivement, n'est-ce pas, lors des échéances à venir. Merci beaucoup à vous, Christian Ndjok. Je rappelle que vous êtes porte-parole du PCRN et un des leaders pour la région du littoral. Juste à votre droite, un autre acteur politique est des nôtres ce soir. C'est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est avocat au barreau du Cameroun, maître Georges Teguem. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs aussi nombreux. Merci de m'avoir invité et je vous remercie de m'accueillir. Merci beaucoup à vous, maître Teguem, d'être avec nous dans le cadre de ce programme. Et puis, il est également là avec sa Bible ce soir, Abel Limloba, consultant. Bonsoir Abel. Bonsoir. Merci. Merci également de associer de nouveau à cette réflexion. Et la Bible ne servira pas davantage ce soir comme les autres jours. Pourquoi? Elle peut servir, la parole de Dieu nous éclaire et je souhaite qu'elle accompagne les acteurs politiques. Elle n'a jamais fait du mal. Elle dit aux gens et nous montre que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont anciens. Les générations longtemps avant nous ont connu les mêmes problèmes. D'accord. Donc c'est des sagesses séculaires que je souhaite que les acteurs politiques intègrent dans leur comportement de tous les jours. Merci beaucoup Abel Limloba. On ouvre avec le sujet sur la crise anglophone. Les mois, la consternation, pratiquement ont secoué tout le peuple camerounais dimanche à l'annonce des attaques perpétrées à Bamenda et puis dans le sud-ouest du Cameroun, notamment dans les maisons du Seigneur. Et lundi encore, on a enregistré de nouvelles attaques. Ce sont les terroristes, si je peux me permettre de les appeler ainsi, les rebelles de la sécession dans le nord-ouest, le sud-ouest, notamment dans le nord-ouest, qui ont attaqué la localité d'Okou, mettant à feu le marché, protestant contre le non-respect du mot d'ordre de ville morte et d'autre part incendiant à la fois le véhicule et la maison et la mairie de cette localité. Je suis heureux que des choses de cette nature se produisent. On ne peut pas être heureux de voir le malheur des autres. C'est moi qui parle. Oui, mais je peux vous relancer. Je suis heureux que ça se produise parce que ça permet de bien comprendre que il ne s'agit pas d'une lutte politique démocratique et qu'il s'agit d'actes de criminels. Et cela clarifie davantage le débat qui au début était très confus
chacun pouvait venir là-dedans faire ses petites courses politiques, chacun venait dire des choses qu'il croit politiquement correctes, bonnes à dire, bonnes à entendre, chacun pouvait remettre en cause l'attachement, l'évocation des principes fondamentaux qui doivent guider une république et qui ne doivent jamais être transgressés. On a entendu les 20 discoureurs de toutes les chapelles politiques venir ici essayer de dire oui, il faut dialoguer, etc. Je prends acte avec beaucoup d'intérêt que toutes ces petites récriminations de clochers commencent à baisser au regard de la clarté des actions de grand banditisme qui caractérisent les agitateurs au nord-ouest et au sud-ouest. Il n'y a plus de discussion possible. Ce qui est vrai, c'est que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas un projet politique viable et qui recourent à des actes de terreur pour faire entendre raison. Donc, ils sont disqualifiés dans le monde démocratique. Ils le seront davantage au gré de la clarification dans la scène politique. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons eu raison de considérer cette aventure comme une aventure sans lendemain, qui n'a pas de légitimité politique, qui était une violation grave des principes démocratiques qui veulent que on ne fait pas la politique avec les armes, on ne soutient aucune revendication politique avec les armes, et que quand on prend les armes, la réponse c'est que l'État vous oppose les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de vous désarmer, qui sont chargées de protéger les populations que vous terrorisez. Et s'il y a aujourd'hui, parce que je vous ai entendu dire qu'il y a eu un lever de bouclier, eh bien tous ceux qui lèvent les boucliers sans dire une seule chose qu'il faut dire, il n'y en a pas deux, c'est de dire à ceux qui ont pris des armes de les déposer un point, un trait. Merci beaucoup, Abel Imbelobel. Christian Diop, autour de cette actualité, très rapidement, certaines populations ont pointé un doigt accusateur sur l'armée comme étant le responsable des attaques, ou alors on accusait l'armée d'avoir délibérément fait le choix de tirer sur des populations. Écoutez, vous imaginez bien que nous n'allons pas nous inscrire dans cette approche essentiellement apocalyptique et fétichiste. Voyez-vous, il faut déjà saluer cette armée de la République qui est au front, qui elle-même paie ses membres chaque jour que Dieu a créé, et c'est d'ailleurs regrettable. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que dans une dimension de guerre tranchée, comme cela peut être considéré, où, n'est-ce pas, l'adversaire n'est pas toujours connu, il peut avoir des bavures, et les bavures policières, ça ne manque pas. C'est ce à quoi certainement nous nous livrons, mais c'est davantage inconséquent quand les populations en arrivent à, n'est-ce pas, pointer du doigt désormais l'armée qui est censée les sécuriser comme étant le principal martyriseur. Ça pose un problème grave. Là, ça déconstruit quasiment l'un des piliers sur lequel est assis, n'est-ce pas, l'armée de la République, c'est-à-dire le couple armée-nation. Le couple notionnel armée-nation, ça pose un problème, ça interroge davantage, ça fait peur. Et je veux bien croire que ce sont des oiseaux de mauvais augure, comme Elie aime les appeler, qui se sont, n'est-ce pas, lancés dans cette dimension de bonimentation, et que ça va être le plus rapidement possible rattrapé, parce que ça craint effectivement quotidiennement. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a comme une certaine arrogance, n'est-ce pas, de la part de l'ordre public étatique à adresser, n'est-ce pas, ces politiques publiques en matière de sécurité dans ces zones. Nous avons, par exemple, nous sommes interrogés par le passé, l'honorable Cabral avec, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, on se demandait comment, à date, le président de la République n'a jamais réuni le Conseil national de la sécurité. À date, on a ces guerres, on a tout ce qui est avec au nord-ouest, au sud-est, où est le grand chef. Et on s'est appuyé naturellement sur comment dirais-je, une interview du MINDEF, le ministre de la Défense, qui vous dit que les soldats blaguent au fond, les soldats ne respectent plus, n'est-ce pas, les ordres, c'est-à-dire ils font comme ils veulent. Ça fait essentiellement peur. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, le gouvernement de la République a perdu la main. Entre guillemets, je préfère le dire entre guillemets. Si le ministre de la Défense peut en arriver à tenir ce genre de discours, c'est comme pour dire que ces gars qui sont au front ne respectent plus les ordres. Les gens qui viennent de Yaoundé
Donc, le président de la République doit redessiner la carte géopolitique et géostratégique, n'est-ce pas, de la question, quitte à ce qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer. Il s'agit, nous le disons encore, nous sommes constants sur cette position. Nous, on ne doit jamais perdre un seul centime de notre territoire. Le président de la République doit, n'est-ce pas, exercer ce pourquoi il a été élu, c'est ce que nous l'appelons depuis, doit mettre en place des technologies institutionnelles qui en arriveraient naturellement à juguler cette dimension chrysogène qui dure depuis bientôt 6 ans. Ça fait beaucoup de temps comme ça, il faut évoluer. Alors, et si les populations, je n'étais pas là, si les populations si les populations en arrivent déjà même dans leur subconscient à intérioriser que l'armée de la République serait un adversaire pour elle, ça commence à craindre. Alors, Alassane Guépi, pourquoi ou qu'est-ce qui peut justifier que la population soit malheureusement prise aujourd'hui dans l'étau d'une part l'armée régulière, donc les forces de défense et sécurité, d'autre part les rebelles sécessionnistes qui sont réputés être j'ai pas envie de dire les profondeurs, mais malheureusement les acteurs de la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ce qui justifie parce qu'on a un gouvernement qui est absent, on a un président qui est zéro nulle part, c'est-à-dire il a organisé un international où sa présence n'était pas là, il était absent, et il n'organise aucun conseil des ministres, aucun conseil de sécurité, il n'organise aucun meeting, il ne se rend même pas dans les régions, encore moins il ne va même pas rendre visite aux soldats, s'il ne peut pas aller au front, mais aux soldats qui ont perdu les membres de leur famille. Donc il est présent nulle part et les gens sont en train de désespérer quand on donne un signe qu'il a envie. Donc le gouvernement du Cameroun n'est pas tenu. Hein. Le Cameroun est un navire qui se balade en haute mer et le gouvernement est lâché. C'est ça. Donc c'est parce qu'il y a une personne, un responsable, c'est M. Biapol, qui a lâché le gouvernement camerounais. Le gouvernement Cameroun, il n'est plus là. Et je tiens aussi à rappeler quelque chose, c'est que je suis surpris qu'on dise que ce sont les petits bandits de grand chemin. Mais des bandits qui mettent en déroute toute une armée, comment c'est possible? Est-ce que l'armée a été mise en déroute? Mais quand on tire sur les populations, c'est quoi? C'est quoi selon vous? Quand une armée arrive à tirer sur les populations, ce n'est pas de la déroute? Parce qu'on tire, pour arrêter des gens, est-ce qu'on tire sur la population? Gabou, ce n'est pas la déroute? Quand une armée commet une bavure, c'est quoi? C'est une déroute? Est-ce que les bandits mettent une armée en déroute? Donc il faudrait qu'on arrête un peu avec ces discours de va-t-en-guerre là, hein, et de penser qu'il y a des solutions. Cette armée, nous voulons qu'elle soit plus que républicaine, nous voulons qu'elle soit professionnelle. C'est notre enfant. Cette armée est enfantée par le peuple, pour le peuple et au service du peuple. C'est ce qu'on doit comprendre. Venir ici là raconter les histoires de l'armée républicaine, mais ce sont les histoires d'armée debout. Ça ne tient pas la route. C'est notre enfant. Quand l'enfant pêche, on doit être l'enfant à pêcher. Quand l'enfant fait mal, on dit qu'il a fait mal. L'armée est l'enfant du peuple camerounais, qui est là pour servir le peuple. Qui est cette histoire où il y a des bavures, on passe le temps à vouloir habiller. Vous habillez quoi? Mais il faut dénoncer et voir les mécanismes, comment faire pour qu'ils s'améliorent. Dans cette armée, il y a des soldats qui font extrêmement leur travail. Mais cependant, les quelques brebis galeuses là, qui tenissent l'image de l'armée, doivent être dénoncés. Vous pensez que vous rendez cette armée-là en protégeant ces brebis galeuses? Donc, c'est un peu ça. Et je tiens aussi à rappeler quelque chose. Ici, il faut qu'on soit clair dessus. Hein. C'est qu'on se rend compte que si cette guerre continue, c'est parce que le Cameroun a un ennemi. L'ennemi d'État. En plus d'être les ambazoniens, et aussi le gouvernement camerounais. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on se le dise. L'intérêt du gouvernement n'est pas l'intérêt de l'État. L'État, M. Moutomès, c'est le peuple. C'est vous, c'est moi, c'est le territoire camerounais. C'est tout ça. Mais le gouvernement camerounais devient aujourd'hui l'ennemi de l'État. On peut comprendre qu'il y avait un gouvernement, avait un chef de gouvernement au plus haut lieu, le Premier ministre et le président de la République qui est élu, qui est supposé être élu par le peuple camerounais. Et on arrive à cette situation, on a la Covid-Gate, on a la Can-Gate, on a des bavures, il est absent. Voilà des Camerounais qui ont été tués au niveau du Nord Cameroun. M. Biapras a mis un communiqué, il a vu son communiqué pour demander à sa famille, à cette communauté-là qui s'est passé, pour un deuil. Est-ce qu'une nation a été organisée? Mais on l'a vu venir exaspéré quand on a pris la semaine de la Cannes. Il dit c'est une belle cérémonie. Qu'est-ce que la Cannes a de plus par rapport à la vie des Camerounais? Par rapport à ceux qui sont tués au Nozo et au nord du Cameroun. Parce que l'intérêt du gouvernement est de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Et cette guerre-là les arrange. Ce qui se passe au Nozo arrange le gouvernement camerounais. Ils ont intérêt que ça perdure, que ça continue.
afin qu'ils puissent continuer à dicter la volonté au peuple camerounais. Donc aujourd'hui, on est clair dessus et il faut qu'on le dise aux Camerounais. L'ennemi de l'État du Cameroun, les ambazoniens, tous ceux qui prennent les armes, et le gouvernement. Parce que si le gouvernement n'était pas l'ennemi de l'État, on aurait compris que M. Biapol aurait fait une descente, aurait pris des mesures réelles, aurait organisé un véritable dialogue national. Maintenant, nos amis qui passent le temps à vouloir dire non, on n'a pas pris des armes de troisième génération, mais tout ça, ça ne sert à rien. On aura le temps de revenir tout à l'heure. Donc, qu'on soit clair dessus, si quelques éléments de l'armée ont commis cela, c'est une bavure, et ils doivent être mis aux arrêts. Le haut commandement militaire camerounais doit être saisi et au plus haut lieu. Le chef de l'État, M. Biapol, doit prendre ses responsabilités. Merci. Venir couvrir cela, ça ne sert absolument à rien. Maître Jean Steghem, autour de cette question, aujourd'hui, on a donc ce peuple camerounais qui continue d'être meurtri. Les villes mortes continuent d'être récurrentes dans le nord-ouest, le sud du Cameroun, notamment le lundi. Aucune activité n'est possible dans ces deux localités. On finit par croire que malheureusement ou heureusement, quel que soit le bord qui est le nôtre ou le vôtre, les Ambazoniens finissent par dicter leurs lois sur le terrain. Ce n'est que la loi de l'Ambazonie qui est respectée là-bas. Permettez-moi déjà de présenter les condoléances du RDPC que je représente modestement ici sur ce plateau à la famille de la dame durement éprouvée. C'est un événement difficile, mais seule la République du Cameroun sera l'arbitre dans ce conflit qui est malheureusement aiguisé, aggravé par des propos comme ceux que je viens d'entendre. Pas d'une injustice, une brutalité fanatique que nous devons tous dénoncer. Ceci étant dit, je voudrais faire observer ici que j'ai entendu M. Nguepi parler de son Excellence, M. le Président de la République. Dans le cadre de cette crise, M. Nguepi, M. le Président de la République a sorti au moins 3 décrets. Sur le plan de l'armée, il a fait une réforme de l'armée, il a créé une région militaire interarmée qui regroupe les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest pour rapprocher l'armée de la zone en crise. Sur le plan des institutions, il a mis en place le conseil régional. Il a nommé, si vous voulez, il a convoqué le corps électoral. Ensuite, il a nommé un médiateur, le conciliateur, qui est un organe de dialogue permanent. Voilà, entre autres mesures. Parce que si je veux continuer, je pense qu'il faudra faire un deuxième plateau. Ceci étant dit, M. Moutomé, vous étiez en train d'évoquer la situation des va-t-en-guerre qui sont en train de créer une crise regrettable pour notre pays. Ce que nous faisons lorsqu'il y a une crise, M. Moutomé, et le président de la République est le premier à l'observer, c'est qu'on voit où on s'est cogné la jambe et on essaye de revenir envisager des solutions. À Paris, M. le président de la République a déclaré lors d'un entretien que nous avions pensé à une situation d'assimilation. Il a dit maintenant que la situation n'est pas acceptée, nous devons structurer de nouvelles réponses. Structurer des réponses demande un temps. Structurer des réponses demande un cheminement, un processus. Nous savons qu'il y a des gens qui ont des solutions miracles. Nous savons qu'il y en a qui, dès qu'ils seront à la présidence de la République, le Cameroun sera un havre de paix. Mais nous travaillons parce que nous sommes en situation de responsabilité. Jusqu'à présent, c'est nous qui avons le mandat. C'est le RDPC qui a le mandat et c'est le RDPC qui doit travailler. Nous respectons le travail des uns et des autres, mais nous avons structuré des solutions pour apporter une réponse concrète à cette crise anglophone. Nous pensons, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qu'en mettant en place les conseils régionaux, on pourrait aboutir à une solution politique et une solution de dialogue. J'ai perçu d'ailleurs tout à l'heure qu'un fonds de la région du Nord-Ouest avait engagé des concertations avec ses partenaires pour essayer d'envisager des solutions pérennes à la veille de la rentrée scolaire. J'ai également noté qu'à menace globale, riposte globale, avait dit son Excellence Monsieur le Président de la République, le ministre Atangandji est en ce moment en visite au Nigeria, où on est en train d'envisager une solution pour pacifier la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, en tout cas, ou pour empêcher que les terroristes rentrent sur le territoire camerounais et continuent à poser des actes aussi regrettables que ceux que l'on vient de dénoncer. Cette précision étant faite, je voudrais observer ici que sur les événements même de Bali, je ne peux pas me prononcer parce que je pense qu'une enquête est ouverte. Je vais respecter le secret de l'enquête et je vais laisser l'enquête faire son travail. Pour l'armée camerounaise, nous continuons à penser qu'il faut
la symbiose armée-nation se poursuive dans le bon sens et que cette symbiose aboutisse à une solution pacifique. Parce que le RDPC a fait un choix, c'est celui du dialogue, un dialogue républicain. C'est Saint-Germain. On est dans un no man's land aujourd'hui. Ça fait pratiquement 5 ans que ça dure. L'armée n'a toujours pas le contrôle entier de la zone, même si on a vu le commandant de la Légion de gendarmerie, le colonel Raymond Bombiswe, sillonner une bonne partie du nord-ouest du Cameroun, partant de Cambé jusqu'à quelques localités non loin de celles qui ont été attaquées. Question de rassurer les populations, mais pourtant ces populations continuent à la fois d'être meurtries, mais continuent de vivre dans la peur quotidienne à raison des exactions et de la terreur servie par les terroristes. D'abord, mon cher Frédéric, l'armée n'est pas là pour assurer. Elle est là pour accomplir sa mission. Et elle est là pour agir surtout. L'armée est là pour protéger et maintenir l'ordre national sur le plan du territoire. C'est ça le rôle de l'armée. Parce que rassurer, ce n'est qu'un sentiment. L'armée n'est pas sentimentale. L'armée, pour moi, elle est d'abord l'armée professionnelle, l'armée de métier, mais adoubée d'une armée aussi populaire, puisqu'elle est conçue pour préparer, sauvegarder et protéger l'intérêt du peuple. Maintenant, je voudrais revenir sur certaines expressions. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'armée est en déroute. Pour qu'une armée soit en déroute, il faut qu'il y ait deux armées équivalentes, qu'il y ait un combat conventionnel. Je crois que c'est Christian qui a parlé de guerre non conventionnelle. Ça veut donc dire que, par définition, on ne peut pas parler d'armée en déroute. Pourquoi? Parce que le fait même que cette guerre soit non conventionnelle veut dire qu'il s'agit des bandes qui agissent par nature, avec lâcheté. Par nature. C'est ça le sens de la guerre conventionnelle. Maintenant, l'erreur de certains analystes politiques et certains hommes politiques, c'est de croire que la pertinence de leurs idées, quand ils critiquent un gouvernement, les absout de constater ce qui est. Quand des gens posent des actes barbares, inhumains, odieux, il faut d'abord le condamner. Il faut d'abord les condamner. Pourquoi de manière systématique faire l'amalgame entre la critique qu'on a du gouvernement, qui peut être légitime d'ailleurs, et un acte à Kumba 2 en 2018, je crois, s'est attaqué à une école. Il y a eu des enfants, jusqu'à 6 ans, assassinés par les Ambazoniens. Et je rappelle par ailleurs, pour faire le parallèle, que l'État a mis les gens en prison. Quand il s'agit de Garbou, il y a une enquête qui a été ouverte. On a constaté que certains militaires s'étaient rendus coupables. Donc l'armée ne l'a pas toléré. L'État n'a pas toléré. Elle a mis des militaires en prison. Ces fameuses brebis galeuses dont parle Alex tout à l'heure. Ça veut dire que l'armée sait quand même reconnaître que l'armée n'est pas un fourre-tout où n'importe qui va venir faire son petit numéro pour ternir l'image de l'armée. Vous savez que sur le fond, moi j'ai toujours été contre la loi sur le terrorisme, parce que j'estimais qu'elle était un peu exagérée et ça stigmatisait n'importe qui. Mais là, il s'agit là justement pour ce qui concerne Bali, des actes terroristes. Ce sont des actes terroristes. Parce que s'attaquer à un lieu sacré, qu'il s'agisse des lieux de culte musulmans, chrétiens, juifs, sur le principe pour la morale, l'éthique politique, il faut d'abord condamner. On s'attaque à des innocents. Les gens qui prient, vous vous rendez compte, des enfants qui étudient. Comment voulez-vous faire croire que c'est le gouvernement qui les a tués? Le gouvernement a peut-être manqué le coche quand un éventuel dialogue sera, ou un nouveau grand dialogue qui n'a pas eu lieu. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est l'État qui a tué les gens dans les églises, ou alors qui a tué les enfants à l'école. Il faut condamner les actes de barbarie. Là, c'est un acte de barbarie. Si on veut encore rester des humains, c'est-à-dire les gens de tenir un bon sens, et d'un sens critique surtout, il faut dire que ces gens-là qui terrorisent les populations, les premières victimes, c'est qui? Ben, c'est les anglophones, qu'il ne faut pas confondre avec les ambazoniens. Je ne suis même pas sûr que tous les ambazoniens soient anglophones. On a vu les francophones se comporter comme les ambazoniens, soutenir les ambazoniens. Donc moi je dis que ce serait fait insulte aux anglophones si on les compare aux ambazoniens. C'est deux choses totalement différentes. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'il y a que les Camerounais qui luttent soi-disant pour cet état virtuel, que la majorité soit camerounaise. Très souvent, ils viennent du Nigeria, ces gens-là.
Donc, moi je dis que la réaction d'un Camerounais normal, même s'il veut après critiquer le gouvernement, ce qui est son droit le plus absolu, il doit d'abord dire que là, on a affaire à des terroristes et qu'il faut changer la loi pour intégrer justement la vraie définition du terrorisme. Parce que c'est là le terrorisme. C'est pas ce qu'ils ont défini dans la loi de 2008. Voici le vrai terrorisme. C'est-à-dire venir dans une école, un lieu religieux ou un lieu d'apprentissage, mettre des bombes et tuer des gens, mais aller donc tuer, des gens dans les ministères, par exemple, ce serait plus explicable. Mais là, on tue des gens qui prient, qui vont dans le lieu de culte. Mais vous vous rendez compte? Même les États confessionnels comme l'Arabie Saoudite, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent ce genre de choses. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je crois que Frédéric Moutomé a posé une question claire. Comment peut-on qualifier ces actes des ambassadeurs? Il faut d'abord répondre à ça. Maintenant, si on veut dire que M. Biya est responsable, on peut faire notre débat là-dessus. Comprenez? Mais ce sont des actes de terrorisme, il faut le dire. Si on ne sait pas condamner ça, alors là, on ne peut plus être crédible. Alors, il faut bien rester dans la crédibilité. Sur la question, le ministère de la Défense a rapidement rendu officiel un communiqué. Dans le communiqué, l'armée apporte également des éléments peut-être contradictoires à ceux qui avaient été mis en avant par à la fois certaines populations dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, également par les rebelles de l'État habituel de l'Ambazonie à travers leurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. L'armée précise que les balles qui ont été retrouvées sur le terrain et qui ont d'ailleurs été sorties des personnes blessées ou décédées ne correspondent pas aux balles qui sont celles utilisées par l'armée au quotidien. Ce sont des éléments de fabrication artisanale ou une balistique de fabrication artisanale qui correspond précisément à ce qui est utilisé au quotidien par les rebelles de l'Ambazonie. Est-ce que l'armée avait besoin d'apporter cette justification pour se dédouaner de ces accusations qui étaient une fois de plus portées contre elle, en rappelant que dans le même communiqué, le colonel ou capitaine de vaisseau à Tonfak Ngemo Cyril Serge précise qu'il y a aussi des organisations non gouvernementales qui sont prêtées au jeu des rebelles de l'Ambazonie. Mais je commence par là, c'est ça le plus important. Des organisations non gouvernementales comme Un Monde à Venir et bien d'autres qui sont financées d'ailleurs par ceux qui soutiennent la déstabilisation des États africains. Il y a longtemps sur ces plateaux de télévision que je fais partie des hommes qui établissent l'implication de ces organisations dans le développement de ce désordre qui règne dans le pays. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important est que, je l'ai déjà dit, et je crois que quand on écoute des discours aussi saugrenus comme ceux que M. Nguépi vient de tenir, on est bien obligé d'arriver à la conclusion que j'essaye d'établir depuis très longtemps dans le pays qu'il y a des mauvais opposants. Mais pourtant, le MRC a servi un communiqué dans lequel il précise que malheureusement, il s'incline devant les dépouilles ou la dépouille de la dame qui a trouvé la mort à la suite de cette série d'attaques. Par ailleurs, implore le gouvernement à trouver des voies et moyens pour des solutions pratiques. Ça n'a aucune importance, c'est de la rhétorique politicienne de ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer à être politiquement corrects. Ça n'impressionne personne, ça n'attire l'attention, ça ne disculpe pas le MRC. Vous avez écouté les représentants du MRC, leur discours est clair. C'est un discours de soutien à ce désordre parce qu'ils pensent que ça peut légitimer les critiques qu'ils entretiennent à l'endroit d'un gouvernement dont ils ont été membres et qu'ils ont magnifié hier. Pour nous qui sommes dans l'opposition depuis une quarantaine d'années, nous savons que le gouvernement n'a pas changé. Quand M. Kamto était ministre, il n'y avait pas de conseil de ministres. Il ne découvre pas subitement qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Donc, il n'est pas qualifié pour critiquer ce gouvernement. C'est ce que j'ai dit. N'Djamena prend beaucoup de temps à expliquer les bien fondés des choses. Tout ce que tu expliques là est juste. Les gens ont déjà compris ça. Qu'il y a du bavardage abject et des opposants dont le seul rôle est devenu de bavarder. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est d'être une alternative.
d'aller aux élections, d'envisager de gouverner à la place de ceux qu'on critique. Mais quand vous avez des gens qui ne veulent même plus aller aux élections, ils sont seulement réduits à bavarder, critiquer. Quel intérêt? Aucun. C'est du bavardage, c'est pour résister. Il y en a qui n'ont rien à faire à longueur de journée, ils attendent 18 heures pour venir résister sur les plateaux de télévision, etc. Des leaders politiques sans étoffe qui pensent que c'est dès on a tué une souris, on fait un pont communiqué, on fait une manifestation sauvage en Genève, on fait un communiqué, tantôt on soutient, on se désolidarise, etc. Ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas faire tomber le régime. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que ces gens d'individus nous perdent le temps. Et moi, je dis, les choses évoluent très bien. Nous sommes en train de bien évoluer. Comment vous pensez que les choses évoluent très bien? On continue d'avoir des morts. On a plus de 4000 morts aujourd'hui. Plus il y aura de morts, plus tout le monde comprendra que ceux qui ont pris les armes sont les responsables. Pas le gouvernement. Mais en quoi? Le gouvernement est mauvais, il est chez KO. Si le gouvernement, parce qu'il y a une autre guerre au nord, contre une nébuleuse. Donc vous voyez, c'est une raison d'exister. Ils ont fui les élections, moyennant probablement beaucoup d'argent de corruption. Et maintenant, pour justifier ça, il faut revenir critiquer Babadour, Biya a fait ci, Biya a fait ça. Biya a dit que dans une république, on ne fait pas la politique avec les armes. C'est vrai au Cameroun, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. Vous prenez les armes en France pour faire la politique. On ne fait pas de dialogue avec vous, on vous combat. Et ce n'est pas parce que la guerre a duré 10 ans ou 6 ans que ça change les principes. En Inde, au moment où nous parlons, les sécessionnistes cachemiriens existent toujours. Et l'Inde n'est pas dans un débat, elle est dans un combat contre le sécessionnisme du Cachemire. Ça peut durer même 200 ans. En Colombie, ça a duré... Et surtout que les gens citent tout le temps la Colombie. Mais le problème colombien n'a rien à voir avec le sécessionnisme. Les forces armées révolutionnaires de Colombie ne voulaient pas couper une partie du territoire colombien. Ils avaient une lutte idéologique. Ils voulaient remplacer le libéralisme, etc., par le marxisme, etc. Ça n'a rien à voir avec les problèmes qu'il y a au Cameroun. Et donc, nous devons tous ceux qui ont le bon sens, soutenir les principes de la République. Que Biya soit au pouvoir ou qu'il ne soit pas au pouvoir, le principe c'est que aujourd'hui, hier, demain, ne prends jamais les armes pour faire la politique. La politique, on l'a fait aux élections. Vous voulez faire le sécessionnisme, c'est votre projet. Allez aux élections. Si vous votez, on vous vote au nord-ouest et au sud-ouest, vous gagnez le conseil régional comme en Espagne, en Catalogne. Le parti indépendantiste va aux élections, gagne les élections. Ils sont, le gouvernement catalan est indépendantiste et cherche à faire l'indépendance de la Catalogne. Ils ont déposé d'abord les armes après plus de 20 ans de guerre civile. D'accord. Donc, s'il vous plaît, Célestin. Donc, tous les Camerounais de bon sens, pas les bavards qui étaient au gouvernement hier. Tous les Camerounais de bon sens. Tous les Camerounais de bon sens. Et quand on n'en fait pas partie avec les Ngépi, ils ne sont pas dans le bon sens. C'est des mauvais. Tous les Camerounais de bon sens doivent soutenir l'action du gouvernement. Même si Paul Biya gouverne mal, dans cette affaire-ci, c'est Paul Biya qui est dans la voie qu'il faut avoir. Merci beaucoup à vous. Le gouvernement reste autiste face à la situation des populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On avait alors appelé très rapidement au dialogue. Il y avait pratiquement 2 camps. On est arrivé. Les armes continuent de crépiter. Pourquoi?
Écoutez, M. Moutomé, vous permettez déjà, avant que je puisse répondre à votre question, n'est-ce pas, fait une digression, on dit Ahmed Tegem Kemet. Vous avez certainement raison. Le président de la République a pris un certain nombre de décrets, mais il s'agit ici de convoquer la pertinence de ces décrets. Voyez-vous, sinon la légitimité de ces décrets. Mais souvenez-vous que le pouvoir a une triple dimension. Le pouvoir comme substance, le pouvoir comme institution, mais davantage le pouvoir comme relation, qui est la dimension la plus fondamentale du pouvoir, c'est-à-dire la relation qui existe entre gouvernants et gouvernés. Maintenant, quelle est, n'est-ce pas, cette relation, ou n'est-ce pas, de cette action? Pourquoi les populations en arrivent à pouvoir, moi je veux le dire aujourd'hui, les populations légitiment cette question. Si elles arrivent, n'est-ce pas, à respecter les ghost towns chaque jour, c'est-à-dire, elles font partie intégrante de la question, parce qu'elles-mêmes également, elles doivent se prononcer, comme on a vu le cas, n'est-ce pas, au Septentrion, avec le cas Boko Haram. Vous savez bel et bien que c'est les locaux, c'est, comment on appelle ça, l'expression me fuit un peu, ceux qui ont participé en grande partie, n'est-ce pas, pour pouvoir juguler les comités de vigilance, pour pouvoir effectivement, n'est-ce pas, accompagner l'armée de la République, qui a fait un travail salutaire et qui continue d'ailleurs de le faire. Dernièrement encore à Dabanga, grâce à cette armée, on a stoppé les incursions, n'est-ce pas, de ces insurgés. Il faut, n'est-ce pas, la soutenir en tout point. Maintenant, pour répondre à votre question, nous, on a participé au grand dialogue national. Effectivement, on n'a pris part. Et je fais que vous dites, Moutomé, je reprends mon expression ici. Nous sommes allés au-delà, en la qualifiant de grande messe nationale, où plusieurs sensibilités de la République ont été présentes. Les docteurs Abobala en Congo, qui ont été, n'est-ce pas, les porte-voix, n'est-ce pas, des prémices de ces revendications qui ont abouti, n'est-ce pas, à cet extrémisme, ce banditisme que nous vivons aujourd'hui. Vous avez le docteur Simon Monzo et même deux grosses figures de l'histoire politique de notre République. J'ai cité là le cardinal Christian Tomi et Père son âme et, n'est-ce pas, le centenaire Père son âme, qui sont, n'est-ce pas, des témoins de l'histoire, qui ont vécu toutes les époques, qui ont vécu, pour le plan, n'est-ce pas, le cas de Moukete, qui a été, n'est-ce pas, dans le gouvernement nigérian, qui était le tout premier directeur de la CDC, bref, avant même qu'on arrive aux indépendants, nous les témoins de l'histoire. Vous voyez bien que nous avons contribué à... Au-delà de ces contributions, de l'enrichissement de ce débat, on a discuté à Yaoundé, mais on avait également fondé des espoirs autour de ce grand dialogue national inclusif, seulement à Bamenda, à Bakingili et dans plusieurs autres localités, on entend toujours les actions des sécessionnistes, on entend toujours les armes crépiter, l'armée qui essaye, d'une façon ou d'une autre, de préserver l'intégrité du triangle national. Pourtant, on pensait qu'à cette heure ou à cette date, on serait moins dans des opérations de guerre. Oui, effectivement, M. Moutomé, si vous m'avez laissé finir, vous devez comprendre que c'était là, n'est-ce pas, le troisième aspect, n'est-ce pas, de ma participation, tout en disant que oui, on n'y a pris pas à ce grand dialogue. Il y a, n'est-ce pas, des recommandations qui ont été faites, parce qu'on dit que ce n'est pas des résolutions. Il y a des recommandations qui ont été faites, et ces recommandations, elles étaient frappées d'une certaine légitimité, parce que ça a été adopté après discussion. Vous savez bel et bien que, par exemple, M. Limbi qui est sur le plateau, face à M. Limbi, nous avons fait des débats sur la forme de l'État. Nous nous proposions alors le fédéralisme communautaire, et lui, n'est-ce pas, les partisans de l'État unitaire qui ont gagné. C'est-à-dire, au sorti de là, on attendait effectivement que le président puisse mettre ses résolutions ou ses recommandations en branle et donc rester statique, toujours un peu autiste, comme vous dites, qui ne comprend pas l'écrit. S'il y avait mis au moins ces résolutions en temps en place, certainement beaucoup de choses auraient dû évoluer. Parce qu'ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'humaniser l'action publique et davantage l'action publique locale du gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Au-delà, n'est-ce pas, des décisions qu'on va prendre à Yaoundé, il faut, n'est-ce pas, que les populations fassent corps avec ces résolutions. C'est ça qu'on attendait donc. On n'attend pas qu'aujourd'hui, on puisse, n'est-ce pas, adopter la loi sur comme ça, la décentralisation au Cameroun et qu'on attende on attend encore plusieurs mois où on a prêt pour organiser les élections, puis on attend des mois pour pouvoir nommer et même des éléments qui ont été contenus dans cette loi qui permettraient à ces populations qui nous croyons encore que ces populations qui sont soulevées au départ n'avaient pas de velléité indépendantiste, mais davantage de velléité autonomiste. Parce que c'est ça qu'elles revendiquent. L'État qui est loin de ces populations. L'État à Yaoundé, vous voyez, nous prenons un peu le cas, c'est quelqu'un qui est, en ce moment, prenons le cas du littoral, à Soleil, n'est-ce pas, le Nkam, il est quasiment coupé à Lamba, qui est une zone arrière, qui est une base arrière, n'est-ce pas, de ces anglophones. Allez-y de ce côté-là, vous allez voir combien ils reviennent. Ils vous disent, on veut signer nos papiers, nous on n'est pas dans ces affaires, mais où est l'État? L'État est parfois, l'État est absent, on va le dire comme ça, justement parce que l'État choisit de le faire son temps. Non, ils doivent pouvoir anticiper, comme on dit. Ils doivent pouvoir comprendre aujourd'hui que ça a assez duré. Laissez-moi parler. Que ça a assez duré
et qu'il faut prendre des décisions essentiellement fortes à date. Et ces décisions qui doivent, n'est-ce pas, avoir force de loi, qui vont continuer à préserver l'intégrité du territoire, qui vont continuer, n'est-ce pas, à conserver notre armée, qui vont continuer à rassurer les populations, parce que c'est ça qui est la question. Il faut que ces populations se sentent rassurées. Il ne faudrait plus qu'on taxe notre armée, qui nous croyons encore, elle est professionnelle, elle fait un travail assez terrible sur le terrain, mais que les décideurs, Tangandi, certainement à ce moment au Nigeria, on se demande pourquoi ça n'a pas été le cas un peu plus il y a 4 ans. C'est la 8e session quand même là, non, parce que cette fois-ci, il me semble que les thématiques sont un peu plus axées. On comprend davantage qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la sécurisation de la frontière et forcément que les deux armées de la République, des deux républiques sœurs se mettront sur la grande frontière parce que du point de vue géostratégique, notre positionnement au sein du Golfe de Guinée fait qu'on est ouvert tant à la mer que ce soit au nord, que ce soit au sud. Il faut donc que l'État à ce moment-là puisse réagir avec fermeté. C'est à ce niveau qu'on les attend. Alors, Alex Ngepi, dans le communiqué qui a été rendu public et qui est signé du MRC, il est précisé que malheureusement, l'appel des populations ou les nombreux appels des populations à un dialogue ne restent pas entendus par le régime en place, notamment le régime de Yaoundé. Et vous pensez qu'il est question au MRC de multiplier, alors de faire un nouveau dialogue. Pourtant, l'opinion publique est formelle et il y a un dialogue qui a permis de mettre en place des recommandations qui progressivement semblent ou tendent à être implémentées sur le terrain. Il y a eu zéro dialogue. Il y a eu un dialogue en monologue national, hein. Il y a eu zéro dialogue. Vous savez, quand je suis des personnes qui sortent des éducations comme Elie Blobet-Tanklet dit là, c'est-à-dire qu'en mathématiques, on dit vaut mieux zéro que l'ensemble vide. Et sur les principes démocratiques, M. Elie Blobet, c'est un ensemble vide. Parce qu'il se contredit là. C'est-à-dire que quelqu'un vient sur ce plateau, il vous fait comprendre que quand plus on va tuer, on va comprendre que les ambassadeurs sont responsables. Et après, vous parlez des principes démocratiques. Quelle contradiction! Et l'autre, il vous dit que non, Paul Biya n'est pas responsable. Monsieur Biya-Paul et son gouvernement sont responsables des tueries. L'insécurité est l'échec des politiques sécuritaires. Mais qui implémente des politiques sécuritaires au Cameroun? Mais c'est le président de la République, avec un projet de société. Donc lorsqu'on tue une personne, c'est sa responsabilité. Voilà des ensembles vides qui viennent vous dire que non, il n'est pas responsable. C'est-à-dire que plus on va tuer, c'est même pas M. Biya-Paul qui est originaire. Mais on ne tue pas ça au Cameroun, on tue ça au Nigeria, pour qu'on dise sur le plan nigérien. Mais je vous rappelle, l'insécurité est l'échec des politiques sécuritaires mises en place par un autre gouvernant. En plus haut lieu, son chef, qui est M. Biya-Paul. Donc quand il vient raconter ces bêtises, là, je me pose la question que, mais waouh! Et après, on vous parle de république. Mais quelle est la République? Dans une république, M. Moutomé, l'armée est sous les ordres du civil. L'armée est sous les ordres du civil. Les bavures de l'armée et ce que l'armée a comme succès appartient au civil. C'est le civil qui envoie l'armée dans le champ de bataille. Et le civil ici là, le commandant en chef de l'armée, c'est un civil, c'est M. Biya-Paul. Même comme on a usurpé ce titre, cette fonction. Mais il reste de fait le commandant en chef. Donc, quand tout ce que l'armée va faire qui est mauvais, c'est M. Biya-Paul qui est responsable. Et comme il se dit, et comme il dit que le chef de l'État, de fait, tout Camerounais qui sont tués, qu'il soit ambazonnier, qu'il soit un soldat camerounais, il est responsable pour un civil. Et ça se passe au Cameroun. Donc, il a prêté serment d'assurer la suite des Camerounais. Pour dire que quand quelqu'un tombe au front, c'est qui? Quand les gorgeux à Yafo, c'est qui? Vous dites que c'est M. Biya-Paul. Mais c'est M. Biya-Paul, mon Dieu. Mais on est où là? Et on se dit politicien? Il dit c'est un ensemble vide de démocratique. Et pas de république. De quelle république il parle? Mais on est où? Mais c'est aussi, c'est élémentaire, c'est le béaba. Vous prêtez serment de dire, je prête serment sur la sécurité des Camerounais. Mais l'insécurité, je dis, je réitère, est l'échec des politiques sécuritaires. Et vous venez dire que non, quand on va tuer, ça sera les qui est ambazonien? C'est eux qui ont prêté serment. Ils ont prêté quel serment? Qui a prêté serment? C'est ça que nous disons que M. Biya-Paul est incapable de gouverner ce pays. Tant qu'il est là, il y aura cette tuerie. Il faut une alternance, mon Dieu. Mais et ce dialogue national que les gens revendiquent ne peut pas avoir lieu quand on a des gens comme Elie Blobet. Mais il y a eu un dialogue national, vous savez, il y a 2 ans, il y a eu un dialogue national. Le but du dialogue national, M. Moutomé, est d'arrêter les tueries. C'est une solution politique. On ne peut pas organiser un dialogue national, on aime des gens à manger du caviar, et on continue, et ce même gens tuent ailleurs, il vient dire qu'il y a eu un dialogue national. Le but du dialogue, c'est d'arrêter les tueries. Mais c'est ça le but. Mais qu'est-ce qu'on... Mais on est où là? Mais vous continuez à sortir le muscle face à la population. On ne gagne pas une guerre contre cette population. On ne gagne pas. Mais c'est une guerre non conventionnelle. Et vous voulez qu'elle soit conventionnelle?
Vous dites vous-même qu'elle est non conventionnelle. Et après, vous voulez que qu'on applique ma méthode conventionnelle. Mais vous contradissez. Mais on vous a dit, vous serez battu à pleine couture. Vous allez nous faire humilier dans cette guerre-là. Elle n'est pas normale. Quand il y a une crise, on peut avoir d'autres solutions. La solution est politique, dans notre position. Et en politique, on discute, on dialogue, on trouve des compromis, des solutions. Le pasteur t'a dit non, c'est l'armée, c'est l'armée. Vous avez quel muscle? Vous avez quel muscle? Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Les comités de vigilance, là, c'est bien. Mais souvent, ce sont des milices parce que dans un État islamique, doit être armé. Mais vous parlez des comités de vigilance. Bon, vous avez des comités de vigilance, c'est bien beau. Ils ne seront pas armés. Qui a le droit d'avoir des armes dans un État? C'est l'armée, c'est la sécurité. Et les comités de vigilance, là, au nom de quoi est-ce qu'ils ont... Quelle loi régifère qu'ils aient des armes? Si on parle encore que s'il y avait une pleine décentralisation d'un projet de société, qu'on avait accordé la sécurité, la police municipale jouait son rôle, qu'on donnait les moyens à la police municipale, alors la police municipale aurait pu jouer le rôle des comités de vigilance parce que le maire, dans sa localité, peut maîtriser ces éléments-là et le maire aurait un mandat, puisque c'est une institution, cette police municipale-là, pouvait jouer ce rôle, vu la pléthore des policiers conventionnels. Mais vous êtes là, vous dites des choses, mais on vous dit ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas gagner une guerre contre votre population. Allons au dialogue national. Et quand on vous le dit, vous dites que non, les 20 discoureurs, oh ceci. Mais c'est quoi ça? Vous mentez à vous-même. Ce sont nos parents qui sont tués là-bas. Ce sont nos frères. Non. Il a encore du temps. Il a du temps. Je sens de contrôler son temps, s'il vous plaît. Rassurez-vous. Rassurez-vous, je contrôle son temps, monsieur Limbi. Je pourrais lui donner mon temps. Moi, non, rassurez-vous, je contrôle. Non, monsieur Limbi, s'il vous plaît. Je contrôle son temps. Il lui reste encore 30 secondes. Je vous dis qu'un ensemble vide sur les questions démocratiques, qu'on est ensemble sur les questions démocratiques, voilà la réaction qu'on a. Voilà un individu qui se dit politicien. Je souhaiterais qu'on rentre dans ça. Monsieur, un homme, ce n'est pas un individu. Encore, c'est une insulte. Non, je ne veux pas qu'on rentre dans les insultes, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une insulte. D'accord. Mais voilà les gens qui se disent politiciens. Il n'a pas eu les élections, il a eu zéro, il n'a rien eu. Et il vient ici là de dire que les gens qui attendent le soir pour parler. Mais M. Kamto a fait partie de ce gouvernement. Okay. Et grâce à M. Kamto, ce gouvernement a eu la plus belle chose. D'accord. Récupérer Bakassi. Merci beaucoup. Il a démissionné. Merci beaucoup à vous, monsieur Alex Nguepi. Il a démissionné, Monsieur Nguepi. C'est une réalité. Monsieur Nguepi, vos 5 minutes sont dépassées. Merci beaucoup. Maître Georges Teguem, il y a eu un grand dialogue. Les acteurs ont du mal à s'accorder autour des résolutions ou des recommandations de ce grand dialogue, encore que les dites recommandations tardent à apporter des fruits. Pourquoi malheureusement, jusqu'à date, on est loin de commencer à toucher de manière palpable les retombées de ce grand dialogue national inclusif? D'ailleurs, certains appellent encore un nouveau dialogue. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que rien n'avance. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je voudrais donc justement dire que certes, il y a encore des morts, mais reconnaissons que des efforts sont faits de la part du gouvernement de la République et des citoyens. Parce que si vous visitez le CNDDA qui a été mis en place à Bamenda, vous verrez que désormais, il y a plus de monde qu'avant. Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui ont compris le bon et bien fondé. Le même DDR, malheureusement, a enregistré en l'espace de 6 mois au moins 3 à 4 grèves internes, comme pour dire qu'il y a également un grand malaise qui sévit dans ces institutions qui ont été mises en place. Ça c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, le sujet que vous posez. Reconnaissez que le CNDDR reçoit déjà les anciens qui étaient des touristes et qui ont accepté de revenir vers la République. C'est-à-dire qu'il y a un renoncement, il y a une renonciation de la part de ceux qui agissaient avec ceux qui sont terroristes pour combattre la République. Et puis, vous savez, des gens comme M. Nguepi, moi quand j'ai fait un plateau comme ça, je suis parfois... Vous savez, M. Nguepi, lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Et je n'ai pas de leçon à vous faire. On est en démocratie, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau sérieux. Vous faites la leçon à tout le monde. Et lorsque vous faites la leçon, vous vous comportez comme si vous aviez raison. Vous avez raison, pourquoi vous n'avez pas gagné l'élection présidentielle? Enfin, il a gagné, M. Nguepi. Vous avez volé. Si vous me laissiez parler, ce serait mieux. La première question, vous avez répondu. M. Nguepi, vous ne pouvez pas gagner une élection parce que vous l'avez décidé. Nous avons gagné, vous avez volé. M. Nguepi, ce n'est pas votre temps de parole. Qu'on soit clair dessus. Oui, mais ce n'est pas votre temps de parole. M. Nguepi, on ne gagne pas une élection parce qu'on dit qu'on l'a gagnée.
Nous Il y a des avons gagné, institutions. vous Je avez ne veux pas volé. qu'on rentre dans cette... Mais Monsieur- s'il veut poser monsieur, ça, il ne me oui, pose je pas de pense. questions, il est dans son argumentaire. D'accord. Laissez-le aller au Nous bout. avons Comment vous a gagné, laissé, vous avez volé. comment vous a On laissé pendant s'attaquait 5 dessus. minutes développer, Allez-y. s'il vous plaît, permettez aux autres de développer. Merci beaucoup, Alex Nkepi. Allez-y, M. John Stegen. Vous êtes une brutalité qui est regrettable. Chez Nguepi, on ne gagne pas une élection parce qu'on dit qu'on a gagné. Lorsqu'on part à une compétition, il y a des règles du jeu. Et lorsque l'institution s'est exprimée, qu'on est allé vers l'institution se plaindre, on accepte le verdict de l'institution. C'est cela la République, c'est cela les valeurs. Nous regrettons une chose, c'est que dans ce que vous dites, nous comprenons très bien qu'avec des hommes comme vous, il est difficile de régler cette crise. Parce que vous êtes extrémiste. Mais pourquoi pourtant le MRC demande à corps et à cri un nouveau dialogue? Mais Peut-être un dialogue mieux organisé, mieux structuré que le premier. écoutez, je vous ai déjà dit ici, je vais prendre peut-être des crises dans des pays voisins pour que vous compreniez bien. Rappelez-vous, il y a eu Accra 1, Accra 2, il y a eu Marco 6, 1 et 2 et même 3. Lorsqu'il y a une crise et que le gouvernement de la République s'emploie à régler la crise, ce que nous attendons des responsables politiques comme M. Nguepi, c'est d'accompagner le gouvernement, c'est d'assister le gouvernement. C'est d'amener ceux qui sont à l'origine de la crise à reculer, à comprendre que dans un État démocratique, on a besoin d'ordre de sécurité. Une fois qu'il y a un problème, apporter des réponses. Et les réponses doivent être structurées. Le gouvernement de la République a un niveau d'information qui n'est pas le même que celui de M. Nguepi. Ce monsieur il s'exprime sur ce plateau parce qu'on est en démocratie. Il a le droit de s'exprimer. Mais il se comporte comme si, parce qu'il donnait une réponse à une question, il avait la solution à tous les problèmes du Cameroun. Le gouvernement de la République a, dès le début de la crise, mis en place des structures de règlement de cette crise par le dialogue. D'abord, pour les enseignants, on a créé une commission ministérielle de l'enseignement supérieur qui regroupait l'éducation de base, l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Pour le problème des juristes et des avocats, on a mis en place une commission ministérielle de la justice. Ça a évolué, ça s'est aggravé. On a mis en place des structures de règlement. On a pensé au grand dialogue. Parce qu'au fur et à mesure que la crise évoluait, on a envisagé des solutions qui étaient susceptibles de régler la crise. Aujourd'hui, on a mis en place, et je voulais répondre là à M. Ndjokongo qui voulait dire quelle est la pertinence des solutions, que vous ne pouvez pas aujourd'hui apprécier le conseil régional qui fonctionne seulement depuis 1 an, puisque c'est encore prématuré. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que le chef traditionnel que j'ai vu, je crois que ce chef, c'est Yakan ou c'est Yekin, à Bamenda, qui a réuni ses pairs pour envisager avec eux une solution de terrain, ce n'est pas une approche constructive, une approche de dialogue. Vous ne pouvez pas être sérieux si vous ne voyez pas que le médiateur qui a été mis en place, c'est un instrument qui permettra de régler les problèmes de la base vers le sommet. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas tout un ministre de la République qui va dans un pays voisin discuter pour la sécurisation de la frontière. C'est un outil de règlement de la crise. Et comme toute crise, je sais que les M. Nguepi, ils sont très forts, mais malheureusement, j'ai jusqu'aujourd'hui le ministère de la parole. Nous gérons le Cameroun, monsieur. Lorsque nous gérons le Cameroun en tout cas des PC, nous pensons que lorsqu'il y a des problèmes, il faut envisager les solutions avec beaucoup de froideur. Nous savons que nous ne pouvons pas dire sur ce plateau ce soir, la crise est terminée, c'est terminé. C'est pourquoi nous travaillons à structurer les solutions. Lorsqu'on met en place un ASLA, c'est qu'on sait que pour que le conseil régional fonctionne et produise un résultat optimal, il faut effectivement qu'il y ait une fonction publique locale. On met donc une structure de formation des fonctionnaires qui vont travailler dans le cadre de cette fonction publique locale. C'est un travail graduel. Lorsqu'on constate que l'armée, lorsqu'elle agit de loin, elle peut ne pas être efficace dans son entreprise, non pas guerrière, mais une entreprise dissuasive. L'armée n'est pas là-bas pour la guerre, l'armée est là-bas pour dissuader. Et l'armée est là-bas pour sécuriser. C'est vous qui parlez de guerre. L'armée n'est pas là-bas pour la guerre, l'armée n'est pas en guerre au nord-est au sud-ouest. L'armée s'est rapprochée des populations, l'armée s'est rapprochée dans une approche dissuasive, une approche sécuritaire. Et pour rapprocher la population d'elle, la plupart des éléments de l'armée travaillent, notamment dans les hôpitaux pour soigner les malades, dans des établissements d'enseignement secondaire et primaire pour former les citoyens et rassurer
ceci, que non, si nous sommes là, ce n'est pas pour vous combattre, c'est pour qu'ensemble, on trouve des solutions aux conflits qui vous opposent à la République. Ce sont des citoyens de la République. Malheureusement, parmi eux, il y a quelques esprits mal tournés qui sont heureusement extrêmement minoritaires parce que la majorité anglophone n'est pas sécessionniste, la majorité anglophone n'est pas terroriste, la majorité anglophone veut bâtir ce pays, la majorité anglophone veut construire la République. Malheureusement, par les armes, par la force, on les contraint à ne pas sortir de la maison le lundi. Ce n'est pas, si vous voulez, ne pas sortir, ce n'est pas un choix démocratique. C'est parce que par une influence des armes, par une influence terroriste, par des méthodes d'une époque que nous voulions, ou bien nous croyons révolue, les gens continuent à influencer les comportements, à empêcher les citoyens à vaquer sereinement à leurs occupations. Alors, les populations veulent vaquer sereinement à leurs occupations, mais pourtant, la pertinence dont évoquait Maître Georges Tegen tout à l'heure autour des résolutions ou recommandations du Grand Dialogue ne leur permettent pas, malheureusement, à elles, de s'illustrer de manière sereine sur le terrain, d'aller au champ, sereinement, bonnement, d'aller à l'école tout bonnement, même si, faut-il le rappeler, on est encore en train de passer ou rendre public les résultats des examens officiels qui sont déroulés dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je rappelle que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun sont classés premières pour ce qui est de l'enseignement général francophone. Oui, d'abord, M. Tegen, pour qui j'ai beaucoup de respect, a parlé de 22h à 22h09. Non, 9 minutes. Oui. Permettrait donc il n'a pas parlé 9 minutes, il a parlé 6 minutes. Parce que je lui ai pris. De la même manière que M. Nguepi a parlé plus de 5 minutes. On est bien d'accord. Donc, je voulais simplement dire que moi, je vois aussi un minimum 9 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, il y a quand même une différence fondamentale à faire. D'abord, entre la responsabilité et la culpabilité. Par votre abstention, par votre statut, vous pouvez être responsable de quelque chose. Je suis père d'enfant, je suis ministre, je suis président de la République. Donc tout ce qui se passe sous votre règne, sous votre responsabilité, vous en avez la responsabilité. Même si vous n'avez commis aucune faute. Je précise, même si vous n'avez commis aucune faute. Dans la notion de culpabilité, il y a d'abord une intention, qui est souvent suivie d'un remords. J'ai cherché à vous empoisonner, à vous tuer, j'ai raté mon coup, j'ai réussi et j'ai des remords pour toute ma vie. Ça, c'est la culpabilité. C'est un acte délibéré, prémédité souvent. En tout cas, un acte qui a été choisi, dont on assume les conséquences. L'État peut être responsable, par le cas du président Biya, qui est chef suprême des armées. Il est automatiquement, quoi qu'il arrive dans le pays, qu'il l'ait voulu ou pas, responsable. Mais pas forcément coupable. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas, comment dirais-je, absoudre les actes posés par les ambazoniens, sous prétexte qu'il y a un État, qu'il y a une armée, qu'il y a un chef d'État. Quand ces gens dans une guerre, je répète, qui est non conventionnelle, posent les actes abjects, je l'ai dit tout au début de ce plateau, les actes abominables, il faut d'abord, je crois qu'il y a un peu d'éthique en politique, il faut d'abord le condamner. Ça, c'est la première des démarches pour un homme sérieux et qui veut être crédible. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Maintenant, le débat sur la compétence, l'incompétence, la capacité de quelqu'un à gérer une situation, c'est autre chose. Si par exemple, on donne 100 millions de francs à Frédéric Moutomé, gère-moi une situation, une entreprise, objectif 2 années, et que vous échouez, vous n'êtes pas forcément un déteneur de fonds. Vous avez simplement été incompétent. Autre chose serait si vous détourniez ce montant-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Entre quelqu'un qui est coupable, et c'est important de préciser ce débat sémantique, et quelqu'un qui est responsable, ce n'est pas forcément la même chose. Et puis quand on parle de population, mon cher Frédéric, population, regardez un peu entre la guerre civile au Congo en 97, entre les ninjas de Sassou Nguesso et les cobras de Kolela. Est-ce qu'ils travaillaient pour les populations? Chaque parti voulait sa place au trône. Les milices livraient la guerre, pas pour représenter les populations. Les milices livraient la guerre pour avoir le pouvoir.
Ils ne représentaient personne quand même. Ces milices étaient naturellement payées. Donc, les ambassadeurs qui tuent et qui disent qu'il faut tuer chaque enfant qui va à l'école. M. Cho Abacha l'a dit. Et certains leaders institutionnels l'ont dit. Il faut tuer chaque enfant qui veut aller à l'école. Ce n'est pas M. Biya qui l'a demandé. Ce sont des terroristes patentés qui veulent la division du Cameroun. D'ailleurs, ils disent qu'ils ne sont pas camerounais du tout. Qu'est-ce qu'il y a donc à négocier avec eux? Ce qui n'a rien à voir avec un grand dialogue où toutes les âmes de bonne volonté sont invitées. Moi, je suis pour un deuxième grand dialogue où même les mécontents, les ennemis seront invités parce qu'on ne parle pas, on se reçoit. Quand on veut arrondir les angles, mon cher Frédéric, on invite ceux qui ne sont pas d'accord. D'abord. Mais on ne peut pas inviter ceux qui pensent qu'ils ne sont pas camerounais. D'abord. Parce qu'ils disent qu'ils ont un drapeau, ils ont un passeport, ils ont leur monnaie, et puis ils raquettent les populations. J'appelle ça du pur terrorisme. Donc, c'est simplement pour vous dire que si on veut envisager des solutions, vous avez ici Alex Guépi du MRC, Maître Tegam du RDPC, Christian Ndjok du PCRN. Chaque parti peut élaborer des propositions pour sortir de la crise. Et c'est ça la responsabilité politique. Mais cela avait déjà été fait. Bon, si ça n'a pas fonctionné, si une mesure n'a pas été efficace, il ne faut jamais désespérer. Il faut repartir, selon moi, à un autre grand dialogue. Et cette fois-ci, très authentique. On ne peut pas Quand vous continuer. dites authentique, vous pensez à Mais quoi? ça veut Vous dire envisagez quoi? qu'il faut inviter toutes les parties prenantes. Les réels Il partis y a prenants. des gens qui n'ont pas besoin d'être au grand dialogue, les administrateurs civils. Et d'autres, comment dirais-je, les ministres n'ont pas besoin. Les ministres sont là pour servir la République. Ils ont une feuille de route décidée, définie par le président de la République. Ils sont là pour un travail précis. Et si possible, suivi d'évaluation. Les ministres n'ont pas à être à un grand dialogue. On invite ceux qui sont des protagonistes. C'est ça le dialogue pour en sortir. Et puis je vais vous dire, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des solutions qui ne fonctionnent pas. Moi, j'étais partisan des dialogues avec les gens comme Agbombala. Et je regrette que M. Philemon Yan, à l'époque, n'a pas cru devoir continuer le dialogue avec lui. Avec d'autres, d'ailleurs. C'était des anglophones, camerounais, tout à fait équilibrés et modérés. On a affaire aujourd'hui à des gens qui mettent des bombes, qui tuent des enfants, Frédéric. Nous avons des enfants. Qui peut l'accepter? Même si on n'est pas d'accord sur tout. Il y a les enfants. Ils n'ont rien à voir. Il y a des religieux. Ça fait penser à l'État islamique. Ça fait penser au GIE d'Algérie dans les années 90, avec la Abbasi Madani, qui allait tuer des prêtres sur les montagnes. Il vous reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? J'en doute. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la guerre? Admettons même qu'il y ait une guerre conventionnelle, non conventionnelle. Vous êtes quand même un humain capable de faire la différence entre un gouvernement éventuellement incompétent, je dis bien qui selon vous peut être incompétent, et les actes posés sur le terrain. Mais le paravent qu'on cherche à faire, en disant que regardez ce que fait le gouvernement, pour excuser les fautes des barbares, ça, je ne peux pas l'accepter. Et il faut dire les choses comme elles sont d'abord, Frédéric. Et puis moi, je vous dis que cette histoire, on va s'en sortir. L'armée devait être même encore plus... devait avoir plus d'autorité. Moi, je ne comprends pas que l'armée ne se serve pas des GPS, de l'aviation. On a l'aviation. On a la contribution de l'armée américaine dans le cadre de cette crise. Par exemple, on ne peut pas continuer à être spectateur des morts, des victimes, à la fois de certaines brebis galeuses dans l'armée, parce que Garbo a démontré que l'État est responsable et est capable de condamner ces brebis galeuses, puisqu'on l'a vu. Mais en même temps, ces ambazoniens qui sont composés de beaucoup de Nigérians, il faut bien le dire, de très peu de Camerounais, il faut les mettre hors d'état de nuire. On ne négocie pas avec la boucherie. On ne négocie pas avec des terroristes. Je le dis et je l'assume. Le mouvement à part se positionne de manière très claire. La République n'est pas divisible. Encore une fois, elle n'est pas divisible, quelles que soient nos divergences politiques ou idéologiques. Maintenant, faites votre boulot d'opposant, critiquez monsieur le ministre de la Terre si vous voulez, critiquez monsieur Paul Biya, président de la République, son excellence Paul Biya si vous voulez, mais reconnaissez qu'il y a des victimes innocentes sur ce terrain. Et peut-être qu'on aurait pu faire comme ça en 2016
éviter qu'il y ait un enlisement. Peut-être. Mais s'il vous plaît, quand il y a un drame, un scandale, un acte abominable, il faut d'abord avoir l'honnêteté de le condamner. Merci beaucoup à vous. Alors, Christian Diok Congo, on va faire un dernier tour de table autour de cette question. Chacun de vous, je le précise bien, aura droit à 1 minute et 30 secondes précisément, parce que nous avons un deuxième sujet qui nous attend avant la fin de ce programme. Christian Diok Congo, l'enlisement, comment en sortir? Écoutez, M. Mtomé, nous sommes constants sur les propositions faites au gouvernement de la République. Nous sommes d'ailleurs proposés, n'est-ce pas, d'accompagner le gouvernement de la République dans cette perspective holistique, n'est-ce pas, de trouver des solutions qui vont avec. L'une des choses qui ont été largement émises ici, c'est la mise en œuvre, n'est-ce pas, des recommandations issues de ce grand dialogue, qui, nous pensons encore, ont été frappés d'une certaine légitimité. C'est vrai que le dialogue doit être permanent, doit être constant, mais je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle, n'est-ce pas, au futur grand dialogue, qu'il y aura encore des images comme Tif Moukete ou alors le Kajina Toumé. Donc pour dire que quand on en appelle, effectivement, c'est pour comprendre que ce gouvernement, on a eu une chance historique avec ses acteurs, mais que le gouvernement mette enfin en place ces résolutions. C'est de ça qu'il est question. Qu'ils ne prennent pas du temps, parce qu'on va attendre, n'est-ce pas, on va prendre ce temps, ça va toujours périr. Ou du moins, la situation va aller crescendo. Mais nous en appelons les populations. Nous, on demande aux populations, n'est-ce pas, de se lever et comprendre qu'il s'agit, n'est-ce pas, de notre territoire, de l'intégrité de notre République. Nos grands-parents, nos aïeux ont combattu pour avoir ce territoire et on ne doit pas perdre un seul sentiment. Et que l'armée soit davantage humaine, nous la soutenons, mais le gouvernement doit humaniser ses modalités gestionologiques. Ce n'est qu'à ce prix qu'on va comprendre. Et même, M. Moutomé, je veux le dire encore ici une fois de plus, pourquoi le président de la République ne nous soumet pas un référendum sur des questions aussi tranchées qui sont débattues à date? La question, n'est-ce pas, de la forme de l'État. Pourquoi on n'en débattrait pas? Qu'on nous gagne un peu comme on a été au grand dialogue, où, n'est-ce pas, les pro-État unitaires ont eu le dessus. C'est nous qui proposons le fédéralisme communautaire. Qu'on y aille, et peut-être ça va définitivement fermer la bouche aux uns aux autres qui proposent peut-être cette problématique, et c'est l'une des solutions qui est attendue. Alors, Alex Dépi, quelle peut être l'autre option à mettre sur la table au-delà du grand dialogue national inclusif? Vous savez, nos postures sont restées constantes par rapport à cette crise-là. Parce qu'on a déjà fait le peint au tableau. L'échec des politiques sécuritaires du régime RDPC est un constat. La guerre aux Nozo, les gens qui sont tués, que ce soit les Ambozoniens, comme on doit dire cette expression, que ce soit les civils ou l'armée, nos militaires, c'est un échec de politique sécuritaire. Et aujourd'hui, il faut une alternative crédible. Et la seule alternative crédible sur le MRC. Parce que oui, il faut une alternative je n'ai pas très bien compris le sens de votre proposition. C'est-à-dire qu'il faut une nouvelle politique sécuritaire au Cameroun. Le RDPC est dans l'incapacité de le faire. Le RDPC et ses alliés sont dans l'incapacité de le faire. Donc, nous avons élaboré déjà une politique sécuritaire, une nouvelle politique sécuritaire, une offre politique pour le peuple camerounais. Et nous disons, quand il y a un problème de sécurité, ou quand un pays fait face au problème, ce n'est pas toujours par des voies militaires qu'on les résout. Le rôle du politique est de penser la société, et de réfléchir, en tenant compte des compositions sociologiques des populations, comment résoudre cette crise-là. Et nous réitérons, on ne gagne pas une guerre contre ces populations, peu importe la technologie qu'on doit employer. En Afghanistan, ils sont partis. Après 20 ans, en Iran, c'était pareil. Et quand je suis dit qu'on ne discute pas avec les terroristes, je suis surpris qu'on parle d'un grand dialogue national, un véritable dialogue national, et on ne discute pas avec les terroristes. Ça, c'est vraiment une contradiction pour moi. Parce que vous avez discuté avec qui au grand dialogue national? Avec des gens qui sont supposés des terroristes, puisqu'il faut savoir tout le monde. Comme vous le dites, donc c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut, pour nous, et je suis d'accord avec le plan de la part, il faut un véritable dialogue avec toutes les personnes prenant part. Et l'administration ne devrait plus être ceux qui viennent sur 100 personnes, ils sont 70 invitations. Non. D'accord, merci. L'administration dit à un ministre et c'est suffisant. Maître John Tegan, autour de ces propositions, quelle peut être la part de la population dans les perspectives de retrouver la sérénité et la sécurité dans le nord-ouest, le sud-ouest? Écoutez, moi je pense qu'il y a un organe de dialogue permanent qui a été mis en place. C'est le Regional Conciliator, qui a été créé par les lois issues du grand dialogue. Ou alors la loi issue du grand dialogue. Et M. Christian Diok, vous avez l'habitude de dire que la décentralisation a mis 24 ans. Je voudrais quand même faire observer ici
que la première loi sur la décentralisation au Cameroun date de 2004. Et à l'issue du grand dialogue qui s'est tenu, je crois, c'était le 30 au 4 octobre 2019, la loi portant cause générale de la décentralisation a été adoptée au mois de décembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Et les élections ont eu lieu 1 an plus tard pour la désignation des conseils régionaux. Entre-temps, on a mis en place des maires de ville, c'est les recommandations du grand dialogue. La National School for Local Administration, c'est le grand dialogue. Le Independent Mediator, c'est le grand dialogue. La House of Chiefs, c'est le grand dialogue. Ça veut dire que les mesures qui ont été décidées au grand dialogue sont en train d'être implémentées. Pour notre part, rien n'exclut. Rien n'exclut. Le dialogue est un construit. Le dialogue est permanent. Il n'y a pas une seule goutte de sang qui va couler au Cameroun parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Parce qu'au Cameroun, seul le dialogue républicain permettra de régler toutes les crises que traverse notre pays. Merci le beaucoup. gouvernement ne va pas céder. Alors, on parle de dialogue, toujours de dialogue, encore le dialogue, mais on a du mal à l'implémenter sur le terrain. On a du mal à le vivre sur le terrain. Pourquoi? Voilà. Parce que je crois qu'il faut un suivi, une évaluation sérieuse, déterminée qu'il faut mettre sur pied. Je crains qu'on n'ait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire ces évaluations-là. Or, c'est utile. Quand on vous confie une mission, on vous donne un délai pour au moins une évaluation d'étape. Parce que tous ces offices, les organes qu'on crée, il faut bien qu'elles montrent leur efficience au bout d'un certain temps. On a créé le truc, le DDR, on a créé le truc du multiculturalisme, etc. Je veux bien. Mais leur mission, quelle est l'efficacité sur le terrain de leur mission? Parce que, on peut dire que vous êtes des autorités, vous avez des attributions, des pouvoirs régaliens. Mais maintenant, les missions qui ont été créées, mises sur pied, comment vous entendez leur aboutissement? Parce que cette guerre, comme l'a dit Limé Loubet, ça peut durer 200 ans. Oui, c'est possible. Puisqu'en Colombie, effectivement, il y a eu les FARC qui ont sévi dans la brousse, qui ont racketté tout le monde pendant 50 ans ou 51 ans, ça veut dire qu'ils avaient les moyens de continuer à le faire. Il y a eu des menaces d'ailleurs de reprise. Il y a eu des menaces d'ailleurs. Oui. Donc ce qui s'est passé là-bas n'est pas à exclure ici. Donc ça veut dire que pour implémenter cela, mon cher Frédéric, il faut avoir non seulement le désir et la volonté, mais aussi la motivation. Il faut un sursaut patriotique et nationaliste. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les comités de vigilance ne sont pas suffisamment utilisés. Regardez, par exemple, on dit que le pouvoir des comités de vigilance, ce n'est pas le pouvoir des armes. Le premier pouvoir, mon cher maître Teghem, c'est l'information. À quoi sert un comité de vigilance? C'est d'informer l'armée que voici dans notre quartier ces terroristes-là. D'accord. Et je finis sur un mot. Très La rapidement. définition du mot terroriste. Ce n'est pas une définition lexicale. Moi, sur le terrain, les lâches, les gens qui vont tuer des innocents, qui vont terroriser les gens dans les quartiers, ce sont des terroristes. Merci. Abel Limbelvin. C'est tout. Pour sortir de cette question de la crise anglophone, c'est vrai qu'on n'en finira pratiquement pas, puisqu'on continue d'avoir des Camerounais qui tombent, qui meurent dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Il y a toujours des situations préoccupantes dans ces deux régions en crise aujourd'hui depuis le début des opérations en 2016, octobre 2016, même si il y a toujours eu cette velléité de prendre des armes depuis belle lurette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement et réellement faire? Est-ce renouveler un dialogue? Vous avez participé au dernier. Ou alors maintenir la pression de l'armée pour faire tomber les masques et faire déposer les armes à ceux qui tiennent les armes contre l'État? Il y a des gens qui n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Il leur reste de jouer politiquement correct et de dire, vous, le dialogue. On vient d'avoir un dialogue, on les a invités, ils ne sont pas venus. Après le dialogue, il y a eu des élections de représentation où il fallait aller et être député, gagner le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, gouverner. Ils ont fui les élections, probablement après s'être fait corrompre. Ils viennent sur les plateaux, ils vont demander le dialogue. Quand on va faire ce dialogue, c'est là qu'ils viendront. Après le dialogue, il faudra implémenter les décisions de ce dialogue.
si le président, après le énième dialogue, dit allons aux élections pour voir quels sont ceux que le peuple veut choisir pour aller implémenter, ils vont fuir les élections. Vous voyez que ces gens n'ont rien à dire. Je veux dire au peuple camerounais qui nous écoute qu'en 1972, il y a 49 ans, il y a eu un référendum ici sur la forme de l'État. L'État était fédéral. L'État était fédéral. Ce n'est pas la guerre. Personne n'avait pris les armes pour faire l'État fédéral. C'est les acteurs politiques en 1961 qui ont fait un référendum pour créer la République du Cameroun. Quand il y a eu ce référendum, certains voulaient partir au Nigeria. Certains sont même partis au Nigeria. On a vu un deuil national. Et Foncha a défendu la réunification. Il a gagné les élections au nord-ouest. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce sont ces gens qui ont gagné les élections au nord-ouest et au sud-ouest qui se sont assis pour faire l'État fédéral. Il n'y avait pas quelqu'un qui a pris les armes dedans. En 1972, ce sont les mêmes qui ont fait l'État fédéral qui se sont assis. Il y a eu un référendum. Ils ont choisi l'État unitaire. 49 ans après, n'importe quel sabitou se lève, il remet ce référendum en cause. Allez-y, en 84, comment ça a changé? Il y a également... Votre analyse. Il y a également... S'il vous plaît. Il a trop d'incongruités. S'il vous plaît, monsieur. Évidemment, quand les gens ne vont pas à l'école et que c'est il y a le PCN qui pense... Abel, pour sortir. Il y a le PCN qui pense qu'il faut dire... Il y a le PCN qui Donnez-lui ma montre. Non, c'est vous que je pose la question. Le PCN pense qu'il faudrait revenir également à proposer également un référendum pour peut-être définitivement résoudre la question du nord-ouest et du sud-ouest. Ce serait une option. Mais en quoi est-ce que ça va être définitif? Puisque quelqu'un d'autre va s'élever pour dire que le référendum là n'était pas bon, il n'était pas si, il n'était pas... Parce qu'il n'a jamais été organisé par le Cameroun. Monsieur Njok, tu fais un référendum, c'est pas... Qui n'a jamais été organisé par le Cameroun. Non, comme le conteste. Non, le référendum de 72 était organisé par le Cameroun, tu le contestes. Parce que tu n'étais pas là. Quand on va faire celui de 2025, quand tu seras là... Qu'est-ce qui en est sorti? Ouais, qui parle? ça vous qui parle, monsieur le monsieur. C'est que Limbi, nous tous nous l'avons appris. Merci. Alors, comment non, j'étais là, toi tu n'étais pas là. Moi j'étais là. Non, pas ce sujet à 84. Limbi n'a plus rien à dire. Merci. Quel décret? Qui parle de l'État du Cameroun, État unité du Cameroun? Faux. Archi faux. Archi faux. Merci. Monsieur, on peut refaire le débat sur la question de l'État. Oui, mais on n'a pas galvauder l'histoire. Monsieur Diop, on pourra faire une autre émission. Monsieur Diop, merci. Merci. Monsieur, si vous continuez comme ça, je serai obligé de surseoir à cette question-là et à passer à la question qui suit, parce qu'il nous reste encore une autre problématique importante. Alors, s'il vous plaît, monsieur, depuis ce je suis pas permettez. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé aux élections. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, monsieur Ngepi. Il n'a rien dit. Il parle que le Camto. Monsieur Ngepi, vous pouvez... Merci. Très rapidement, vous avez 30 secondes d'appel. Si c'est 30 secondes, vous prenez la parole. Vous n'avez pas parlé parce que... Alors, si vous c'est 30 secondes, vous prenez la parole. Restez sur la question qui vous a été posée. Il n'a rien à dire. Monsieur Ngepi, s'il vous plaît. Mais c'est pas le moment de faire... Vous avez dit 1 minute 30 secondes. Monsieur Ngepi, c'est normal. Il n'a plus rien à dire. Monsieur Ngepi, merci. Allez-y, monsieur. Donc, il se développe au Cameroun une culture d'illuminés qui pense qu'il faut refaire tout le temps l'histoire. On a voté en 72. Les gens qui sont nés aujourd'hui estiment que ceux qui ont été en 72 ont mal fait.
ils demandent un nouveau référendum sur la forme de l'État. Quand on va le faire et qu'ils perdent, ils disent que, d'ailleurs, Ndiok dit, peut-être que définitivement. Donc il ne dit pas que si on perd, on va se soumettre. Parce qu'il y a la culture de la contestation. Quand on perd, on n'a pas perdu. On perd l'élection, on dit qu'on a gagné. On perd, on conteste un référendum qui a eu lieu en 72. Moi, j'ai un verset biblique que je vous ai gardé. On a cru qu'on devait séparer ça aujourd'hui. J'ai un verset biblique que je vous ai gardé ici. Très rapidement, s'il vous plaît. On va donner la parole à monsieur N'Djamena en 30 secondes. Juste pour vous apprendre que... Non, vous ne m'imposez pas un temps de parole. Tant pis pour ceux qui pensent qu'on peut refaire allez-y, s'il vous plaît, très l'histoire. rapidement, monsieur Limbi. La Bible nous dit, ne modifiez jamais les frontières qui ont été faites par vos ancêtres. Merci. On a fait un référendum en 72. On l'a compris. Il nous a donné un État unitaire. Merci. Ceux qui veulent... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceux qui veulent faire l'État fédéral, qu'ils aillent aux élections. Merci. Ils iront aux élections. Qu'ils gagnent. Les prochaines élections auront lieu en 2025. C'est ça, ça les dépasse. 30 secondes, vraiment 30 secondes. Sur le point historique évoqué par Christian tout à l'heure, effectivement, Elimbi a raison, parce qu'en 61, à Fumba, M. Foncha, vous direz à l'époque, face au Ndele par exemple, fait face à M. Aïdjou. Ils définissent ensemble de se rassembler, donc de former un État fédéral à 2 États. L'État de la Southern Cameroun et l'État du Cameroun méridional. Ça fait donc la République fédérale du Cameroun. 61. Attends, je finis. 61. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu vas te fatiguer de leur rappeler. Allons-y. On est d'accord. On est d'accord. S'il vous plaît, messieurs. Allons-y. 72. 72, 11 ans après, Aïdjou est reçu à l'Élysée par M. Georges Pompidou. On ne sait pas si c'est ça qui l'influence ou pas. En tout cas, c'est le président de la République du Cameroun, indépendant depuis 60, qui décide, c'est vrai seul, devant le Parlement, à l'époque, il n'y avait pas de Sénat évidemment, de passer à la République unie du Cameroun. Maintenant, en 84, son successeur, le président actuel, décide d'enlever un mot. C'est pas la forme de l'État, là. Hein. Attention. Ça change. Non. Ça change, Attends. Non. Monsieur. Je dis que de 72 à 84, il n'y a pas 2 républiques, hein. Il n'y a pas 2 États, hein. Oui, Il n'y a plus. Non. Oui, alors maintenant tu te reprends. Alors maintenant tu te corriges tout seul. Alors maintenant tu te corriges tout seul. Pas un décret. Non, je permets. Faites. Il se corrige tout seul maintenant. Allons-y donc. C'est très bien. Donc en 84, on retire le mot uni. Terminé. Comment? Pas un décret. Comment? Merci. Alors, je voulais Monsieur. Il y a une loi qui a été votée au Bien sûr, Parlement. merci. Alors que Salomon Kandé Mouna est le président et que... L'Assemblée nationale. Merci beaucoup, monsieur. Mais ce n'est pas la forme de l'État. Il ne sait même pas que c'est une loi. Mais ça, je pense que... Christian a une excuse. Tu t'es pas encore né. On va prendre une Tu t'es pas transition encore très né. rapidement pour calmer les ardeurs et revenir sur le plateau pour la suite de l'émission. parler. Rapidement, une transition et on revient pour la suite de l'émission. 30 secondes. Pour étaler ton ignorance. S'il vous plaît. Nous revenons sur le plateau après ce moment de passion élevée pour parler à présent du second sujet sur la table du débat en rapport avec un nouvel appel à manifestation en Suisse, et c'est la diaspora camerounaise résistante qui organise une grande marche pour la libération des Ambazoniens et des Camerounais à Genève le samedi 28 août 2021 prochain. Alex Nguépi sur la question: comment envisager une nouvelle marche alors que les précédentes ont soit connu, entre guillemets, un succès acceptable ou pas, un échec acceptable ou pas, ou ont été violemment reprimés dans la capitale de la Suisse? Écoutez, les marches qu'ils ont réorganisées n'étaient pas un échec, ça a été un succès, puisqu'ils ont fait tout un plan public, c'est caché.
quand M. Biafra là en Suisse, lorsque on gazette la dernière marche, il paraît qu'il a reçu Bolloré dans la cachette. Il s'est caché. C'est inédit. La toute première fois, il s'en va en Suisse. Il ne donne même pas d'interview. Lui qui aimait bien faire des interviews en Suisse. Vous pensez que c'est un échec? Pourquoi? C'est un succès pour ces organisateurs. Ils ont plus ou moins atteint leurs objectifs. Fait que le président du RDP se cache et il revient sur le Cameroun incognito. C'est le Cameroun qui commence à faire son bras de fer avec les militants du MRC qui sont justement incarcérés. Donc, c'est leur droit le plus absolu. Il faut qu'on le dise dans les partis démocratiques. Hein. Les populations ou les groupes d'individus ont le droit de manifester, ont le droit de choisir leur destin au moment qu'ils veuillent. C'est pour dire que quand je suis, monsieur Elimbe dit que le référendum, c'est un droit, un peuple peut décider d'organiser un référendum, de choisir son destin à un moment donné, et peut encore décider à un moment, par un référendum, de choisir autre destin. C'est leur droit en démocratie, puisque la démocratie c'est un idéal. C'est la conquête d'un idéal. Et rien n'est statique en démocratie. Donc quand les gens ici parlent que non, ils vont un référendum pour dire que c'est si et après. Non, c'est l'idéal. Il faut qu'on soit clair dessus. Dans les principes démocratiques, le référendum est vu comme la façon la plus directe des populations de s'exprimer. Non, c'est un sujet. Le référendum, au même titre que la manifestation, est vu comme la manière la plus directe des populations ou des groupes d'individus de s'exprimer sur des questions de souveraineté. Ces personnes qui sont dans l'espoir, qui manifestent, parce qu'ils donnent leurs opinions sur les questions de souveraineté. La question électorale, c'est une question de souveraineté. C'est ça qui est la question. Parce que c'est la question électorale qui permet aux politiques d'avoir accès au pouvoir, de gouverner au nom du peuple. C'est pas une question électorale. Et ils vous disent qu'ils ont ce droit de manifester à tout moment qu'ils estiment que les jeux sont pipés. Si on ne doit plus avoir des contestations électorales, si, comme M. Tedem a tantôt dit, qu'une institution pour un résultat, alors c'est ça. Mais non, l'institution ne fait que lire la volonté du peuple. Mais lorsqu'elle est biaisée, lorsque l'institution, le peuple a dit, nous sommes 5, 3, nous choisissons M. Tegem, et 2 ont choisi une autre personne. Et que vous voulez dire que non, c'est peut-être celui-là que 2 ont choisi qui sont les résultats. Mais ça ne passera pas. Parce que la plus haute institution, M. Tegem, le juriste, c'est le peuple. Rien, aucune loi n'est au-dessus du peuple. Aucune loi. C'est le peuple qui dicte ses volontés, c'est le peuple qui choisit son destin. Et je tiens à dire, donc les manifestations sont des possibilités pour un groupe d'individus, pour une population de s'exprimer. Et quand vous étouffez cela dans la République, et vous sont à l'extérieur, quand les gens sont mis en prison, parce qu'ils ont la même manifestation dit non à la guerre du Nozo, ils ont dit revoir au code électoral consensuel, vous les arrêtez, vous les mettez en prison. C'est juste. C'est pas juste. Et après, parler de démocratie, c'est pas normal. Donc, ces personnes qui sont à la diaspora, qui manifestent, c'est leur droit absolu. Il faut qu'on le sache. Maintenant, il peut arriver, hein, comme celle qui a été interdite, qu'ils ont manifesté, ils ont essuyé voilà, ils ont eu affaire à Paul Genevois. Oui. Mais après, cette police a autorisé. Parce qu'ils se sont rendus compte, tiens, la Suisse est un pays, une terre de liberté. Il faut qu'on le dise, hein, toutes les conventions qui régissent les pactes sur les droits de l'homme ont été élaborés en Suisse. Alors, ils se sont contredits, alors ils ont bien voulu se rattraper. Donc on a arrêté au Cameroun avec des dictatures du RDPC et encadrées par des personnages comme Elie Blobet qui veulent faire qu'au Cameroun que manifester n'est pas un droit. C'est un droit absolu. Alors maître Georges Tegem, il nous reste très peu de temps et ce sera pratiquement toute parole pour chacun d'entre vous autour de cette question. Il y a des objets ou des objectifs qui sont mis en avant aujourd'hui à travers cette marche de la diaspora camerounaise résistante. Cette diaspora appelle à la libération des ambazoniens et des... dit comme ça, est-ce que c'est pas un peu davantage mettre de l'huile sur le feu quand on sait que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest continue, elle, à faire des morts? On en a encore enregistré le week-end dernier en début de semaine. Mais malheureusement, c'est une diaspora extrêmement minoritaire, irresponsable, destructrice. Une diaspora peu scrupuleuse, sans formation, heureusement minoritaire, et qui est soutenue par des messieurs comme Alex Nguepi. Donc ça va très bien, on a coutume à le dire, c'est une dent qui finit par pourrir toute la bouche. Excusez-moi, vous trouvez normal qu'une diaspora manifeste? On rabaisse le drapeau de la République
et on hisse au firmament le drapeau d'un pays imaginaire. Et puis les M. Nguepi écrivent pour dire qu'ils ont raison. Vous avez vu ça? C'était très grave en juin dernier. Ils ont laissé rabaisser un emblème, c'est-à-dire que l'emblème national, le drapeau de la République. Et pendant ce temps, ils accompagnaient celui qui hissait le drapeau de l'Ambazonie. C'est une faute politique, ce n'est pas une erreur. Et puis M. Nguepi vient ici, vous dit c'est au nom de la démocratie. Mais monsieur, vous êtes disqualifié à gérer la République. Parce que la République n'oublie jamais ceux qui se comportent comme vous. La République n'oublie jamais ceux qui trahissent la République. Comme vous, bien sûr. Vous êtes dans une posture qui est suffisamment grave. Et pour vous, c'est au nom de la démocratie. Et pourquoi les Suisses, qui ne sont pas Cameroun, ont décidé de vous empêcher de manifester, puisque c'est nous qui décidons? Mais votre plan, c'est caché ou pas? S'il vous plaît. Vous avez pas caché? S'il vous plaît. Mais c'est faux. Dites c'est faux. Monsieur Nguepi, on ne recommence pas. Alors. Allez-y, maître. Monsieur Nguepi, si vous aviez raison, c'est aussi la police camerounaise qui vous a gazé là-bas? Il s'est caché, oui ou non? Répondez à la question. Vous l'avez vu? Vous avez ces activités? C'est pas caché? Monsieur Nguepi, s'il vous plaît. Vous ne pas caché? S'il vous plaît, monsieur Nguepi. Vous racontez même quoi? Merci. Maître Kilgem, allez-y, s'il vous plaît. Il reste 2 minutes. Monsieur Nguepi, je suis désolé, je ne m'adresse pas à vous. Je souhaite que la diaspora responsable, la diaspora qui participe à la construction de ce pays, je souhaite que la diaspora qui est le produit de ce pays travaille pour que ce pays devienne davantage grand. Je souhaite que cette diaspora se forme au respect des valeurs, que cette diaspora défende les institutions de la République, y compris au prix de leur sang, que cette diaspora défende le drapeau de la République, que cette diaspora défende les institutions de la République, que cette diaspora finisse par indiquer aux gens que lorsque quelqu'un est interpellé par monsieur le procureur de la République, c'est en vertu des pouvoirs de monsieur le procureur de la République qu'il a le droit d'interpeller un citoyen. En vertu des lois. Que cette diaspora... Ah, que cette diaspora... Que cette, je pense que c'est en vertu des lois. Que cette et diaspora... non justice aux autres. C'est vous qui le dites, hein. Je pense qu'on a interpellé en vertu des lois et non en vertu des procureurs d'un individu. Monsieur, donc quand vous le dites, c'est le procureur... Quand vous avez parlé, il ne vous a pas interrompu. C'est le procureur de la République qui investit les pouvoirs pour interpeller un citoyen. Donc, son pouvoir. Vous avez chuté, en vertu des lois. Vous savez, lorsqu'on veut parler à un monsieur comme ça, vous interrompez à tous les coups. Vous vous demandez... Il est brave, il dit tout ça. Nous, on ne dit rien de bon. Lui, monsieur Nguepi, vous savez, nous sommes des cons. Vous étiez les premiers à l'école. Nous étions les derniers. Nous sommes arrivés. S'il vous plaît, monsieur Nguepi, respectez le temps de parole. Et si nous sommes les derniers, ça veut dire que nous avons... Vous avez dit le peuple. Merci. Nous faisons aussi partie de ce peuple, monsieur Nguepi. Merci. Et non, mais j'étais en train de répondre à ce monsieur. Non, non, répondre à une question claire. Répondez à ma question. J'ai répondu à une question qui était pourtant très claire. Monsieur Nguepi, un pays sans institutions est un État qui n'existe pas. Merci beaucoup. Vous devez respecter les institutions, même si elles ne vous plaisent pas. Merci beaucoup. Alors, il n'y a que dans le communiqué qui a été publié par cette organisation, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, ils disent que ils visent à une nouvelle manifestation, tout simplement parce que 40 ans de dictature au Cameroun, c'en est trop. Il faut s'en débarrasser coûte que coûte pour assurer la sécurité d'une population qui a besoin d'être libérée et qui ne sait malheureusement pas comment faire pour se libérer. D'abord, je considère que quand une organisation de la diaspora, extrêmement minoritaire, s'autoproclame diaspora résistante, oui, résistante à la rationalité. Tant il est clair que pour changer le Cameroun, il faut être au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré. On ne peut donc pas dire qu'on va manifester. Au moins, ça leur permettra de manifester sans Paul Biya. Et ils vont retomber dans l'anonymat le plus total. Moi, je dis ceci. Vous ne pouvez pas entrer au village, voler une chèvre, sans la complicité d'un habitant du village. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que prétendre manifester à Washington, à Paris, à Toronto, etc., pour renverser un régime, mais c'est de la stupidité pure. Le droit de manifester n'a rien à voir avec l'intelligence stratégique.
Votre but, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est de changer. Vous voulez tirer sur un lion en étant à 1000 km. Comment est-ce possible? Il y a des armes qui arrivent à le faire. Quelles armes? Tomahawks, ils ont des Tomahawks? Ils ont des missiles sud-sud, sol-sol? Non, je ne crois pas. En conséquence, je considère donc que ça, c'est de l'agitation pure. Mon cher Frédéric Moutomé, aujourd'hui, au Cameroun, il y a une vieille opposition et une supposée diaspora de la société civile, qui, par nature, dans ses actions, est mort-née. D'ailleurs, à l'époque, nous disions, la vieille opposition disait « bien Moscou ». On voit bien que ce slogan n'a pas prospéré. 31 ans après, il n'y a même pas de bilan qui a été effectué. Ça veut donc dire qu'il est temps, si vous voulez créer l'alternance, changer de méthode. C'est la manière la plus intelligente, éventuellement. Moi, je dis ceci, et je crois que, Elimbi et Maître Kelingam l'ont rappelé, aujourd'hui, il y a un socle qu'on appelle la République. C'est comparable aux fondations d'un édifice. Et il faut ancrer dans l'esprit des gens que la politique, c'est d'abord les idées. Non seulement ce n'est pas les invectives, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas souhaiter la mort à quelqu'un. J'ai vu un militant du MRC Allemagne dire que nous avions prié pour que M. Penekoka meure. Non. Vous voulez que je le cite? Non, non, je ne vais pas. Ok, je ne cite pas, je ne cite s'il pas, vous je ne plaît. cite pas. On ne cite pas le Sauf si c'est un compte. fake news. En tout cas, je l'ai lu. Ça veut dire que on ne peut pas aller jusqu'aux frontières du ridicule. Moi, je ne suis pas forcément d'un bord politique. Si vous êtes mon ami, c'est pas grave. Mais je dois vous respecter, Frédéric Moutombe. De la même manière que une ambassade, un drapeau n'est pas consubstantiel à l'existence d'un homme ou d'un individu. Quand vous brûlez un drapeau, vous le déchirez, vous faites du mal à qui? À Paul Biya? Est-ce que l'ambassade appartient au RDPC? Non, attendez. Est-ce qu'une ambassade appartient au RDPC, un parti politique? Je suis en train de dire que, qu'il manifeste, la Suisse a parfaitement le droit d'accorder les itinéraires qu'il veut. D'ailleurs, je rappelle que il y a quelques semaines, quand M. Biya, l'opération Kacham, vous vous rappelez, a été lancée à Genève, n'est-ce pas? Il avait l'intention d'aller capturer le président de la République. Mission totalement impossible, puisque, de toute façon, selon la Convention de Genève, justement, pour ne pas faire de tautologie, il se trouve que tout chef d'État, même un simple diplomate, doit être protégé sur un sol. C'est automatique, c'est une convention internationale. Et deuxièmement, pour terminer, Oui, très rapidement. quand vous déclarez une manif, il se passe qu'on trace, Elimbi, un itinéraire. Donc vous avez le légal de respecter. Maintenant, si l'itinéraire, c'est la rue de machin à Genève, et que vous allez à l'hôtel intercontinental, il y a déjà entorse la loi. D'accord. Et donc, par conséquent, qui manifeste, et l'Anguépis peut le rejoindre sur le droit de manifester qui est absolu, et même le code électoral parce qu'il faut l'améliorer, c'est vrai, mais la diaspora qui s'autoproclame, soi-disant, diaspora résistante à la rationalité, oui, ne peut pas enfumer les gens plus longtemps que ça. Alors, on est dans cette querelle des diasporas. Y a-t-il plusieurs diasporas ou il y a une seule diaspora pour le Cameroun? Non, écoutez, la diaspora elle est plurielle comme tous les segments sociaux. Il n'y a pas une seule diaspora. Il y a une diaspora, on peut la hiérarchiser. Il y a une diaspora estudiantine, il y a une diaspora économique, il y a une diaspora footballistique. En fait, il y a plusieurs segments de cette diaspora. Mais seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que la diaspora aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est un pilier des relations internationales. Dans l'architecture, n'est-ce pas, des nations, les diasporas entrent comme acteurs, n'est-ce pas, des relations internationales. Donc c'est un acteur nouveau. Ce ne sont plus que les États traditionnels qui sont les acteurs uniques. Les diasporas également entrent, au rang desquels, n'est-ce pas, des acteurs internationaux. Mais seulement ce que nous attendons de cette diaspora, c'est qu'elle puisse contribuer au développement de notre pays. Donc je vais avoir une approche bijective sur la question. Qu'elle puisse essentiellement contribuer, mais qu'elle puisse canaliser les efforts, l'intelligence qui est la sienne, n'est-ce pas, à pouvoir développer notre pays, n'est-ce pas, l'intelligence qu'ils ont acquise dans les autres. Mais on a une diaspora qui, elle est revendicative, une diaspora qui veut un meilleur être, un meilleur vivre pour les Camerounais de l'intérieur. Ils estiment peut-être qu'ils ont eu leur Eldorado et que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun sont dans, permettez-moi l'expression, l'enfer. Il vaut mieux qu'à partir de la diaspora, qu'on ait plus une nouvelle dynamique pour le bien-être des Camerounais. Monsieur Moutomé, pourquoi vous voulez tuer mon génie? Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Je vous donne ma question. Oui, justement, si vous m'avez laissé aller au fond, vous avez effectivement vu que... Vous ne n'êtes pas dans le sens de ma réponse. Non, je suis en train de chuter. Je fais toujours une analyse holistique avant d'en arriver forcément à votre... On a très peu de temps, monsieur Ndjok.
je suis celui qui a le moins de temps sur ce plateau d'ailleurs, donc peut-être que je puisse développer effectivement plus de parole. Je suis en train de dire, cette diaspora-là, c'est que nous on attend d'elle, cette diaspora. Voyez-vous, qu'elle puisse contribuer au développement du pays, c'est-à-dire sous toute forme. Vous avez vu par exemple, en ce moment, je vais vous prendre quelques noms. Vous prenez le maire des Eka, Sylvain Tchok, qui est rentré, qui est, n'est-ce pas, de cette diaspora. Vous prenez le maire Ngogma Poubi, qui est cette diaspora qui a compris effectivement qu'elle doit venir contribuer parce que au-delà de tout, ça se joue ici, ça se passe ici au pays. Et nous saluons d'ailleurs, n'est-ce pas, cette diaspora. Vous avez vu pendant les élections, ici même à Wourissan, Djibril Wabo, Jean-Jacques Djoka, Yabassi, ainsi de suite. Cette diaspora a compris qu'il faut venir contribuer. Maintenant, il faut qu'elle comprenne également qu'il y a des mécanismes à travers lesquels on doit s'exprimer. Vous reprenez la présidentielle. Toute la diaspora camerounaise n'a pas eu 5000 votants. Toute la diaspora camerounaise. On vous dit que c'est 1/10 de la population du Cameroun qui est à l'extérieur. C'est plus de 5 millions. Si on s'en refait au niveau statistique de l'INS. Et qu'est-ce qu'elle fait donc? Comment elle ne parvient pas à s'inscrire sur des listes électorales à pouvoir voter? C'est à ce niveau qu'il faut s'exprimer. Il est quand même inadmissible. On voit comme le paradoxe que les gens peuvent faire. Hein, oui, justement, c'est la présidentielle qui, naturellement, comment dirais-je, encadre, n'est-ce pas, le cadre sociétal de toutes les autres activités, que ce soit locales. Donc, il est inconcevable que celle-là se prononce et ils sont absents. Ces gens peuvent faire des milliers de kilomètres. Vous voyez le contraste. À venir, n'est-ce pas, crier Paul Biya Mosgo, mais ils sont incapables de faire les mêmes kilomètres pour s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir se prononcer. Peut-être, on doit également se rappeler, c'est là moi je dis tout ce contraste, pendant la présidentielle de 2018, le vainqueur de cette diaspora, c'était le président de la République, Paul Biya. Donc à un moment, on questionne toujours quelle est vraiment la vision de cette diaspora, mais celle-ci, nous sommes rendus, M. Mtomé, je n'étais pas là, nous sommes rendus à moins 7 jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, que cette diaspora que nous voulons citoyenne aille s'inscrire massivement sur les listes électorales, quitte à ce que la présidentielle, et naturellement, M. Mtomé, ce qu'elle pose comme questionnement trouve toute sa pertinence. La question de la modification du code électoral, ainsi de suite, mais elle doit adresser ça. On sera avec vous sur la question de cette diaspora aujourd'hui. Quelle est la pertinence ou l'intérêt à manifester ailleurs pour mieux être à l'intérieur? C'est de la démagogie. Pourquoi pensez que c'est de la démagogie? Il faut bien, ces gens, des acteurs. S'ils aimaient bien le Cameroun, ils seraient ici. Ils sont là-bas. Ils n'aiment pas le Cameroun? Ils aiment là-bas. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Vous ne pouvez pas être là où vous n'aimez pas. Deuxième chose. Vous entendez le raisonnement? La diaspora va aux élections, Paul Biya gagne. Mais on dit, mais pourquoi il gagne? Il faut que vous allez vous inscrire sur les listes électorales. Comme si on s'inscrivait sur les listes électorales, il ne va pas gagner. Quelle est cette relation qui court où les gens pensent que si on monte le nombre de gens de la liste électorale, on devient 30 000. Automatique. Je croyais que tu n'as pas la parole. C'est automatique, ça dit c'est clair. On dit que il y a des gens qui contestent. Ils contestent, mais ils ne vont pas aux urnes. Ils aillent donc s'exprimer aux urnes à renverser l'ordre. C'est ce que je viens de dire. Tu as parlé, nous n'avons pas compris. Prends mon temps, parle de nous. Non, je vais le dire. Peut-être que tu as pas la peine. Ce que tu as dit, oui, non. Peut-être pas que Monsieur, non, je raisonne pas. C'est toi qui raisonnes. Oui, vous avez eu 5 minutes. Non, permettez-moi. Je suis le seul maître du bateau. Oui. Ok. Vous suivez les règles du capitaine de bord, sinon on vous éjette par-dessus bord. Oui, monsieur Mtomé, ce n'est que moi que vous menacez. Alors que quand il perturbe les autres, vous ne le faites pas. C'est pas sérieux. Nous avons 4 minutes, nous avons près de 450 SMS à lire. Merci. Monsieur Limbi. Il y a je vous ai dit, et je persiste, je continue à vous dire, que la lutte de l'opposition est perturbée, est désorientée, est conduite dans devenu le seul mode d'expression. Ils perdent les élections, pas parce qu'on n'a pas voté contre eux, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'électeurs. Comme si on augmente le nombre d'électeurs, ça devient un élément qui convainc les électeurs. Ça n'a pas de rapport. On pourra être même 20 millions d'électeurs. Si vous continuez à être une mauvaise opposition, avec des discours décousus,
Comme le vôtre. sans stratégie Comme le électorale, vôtre. où un homme vient vous... échoué. Vous n'avez pas pu réunir les gens à Boris Centre. On a dit allions-nous. Pourquoi tous les autres partis politiques sont alliés à Boris Centre quand vous avez été candidat? Vous avez vu voilà 5e. Il fallait qu'on se réunisse autour de la plateforme. Vous restez seul. Pourquoi vous restez seul? À Boris Centre, on a eu des coalitions. Donnez-lui qui parle d'abord. On a eu PCN, UDC. Pourquoi vous étiez seul? Pourquoi vous Monsieur Jacques. Oui, mais dites à Limbi d'arrêter ce discours. C'est pas votre temps de parole. C'est le temps de parole de Monsieur Limbi. Vous avez parlé. Monsieur, personne ne vous a interpellé. Personne n'a pu vous. Monsieur Jacques. Parce que vous êtes des Monsieur Jacques. Voilà donc les gens qui veulent nous gouverner. Et je pense que tout le monde voit le danger qu'il y a. Et un internaute a envoyé ici une réflexion où il dit: il nous faut faire très attention lorsque nous allons élire les gens. Parce que comme la télévision est ouverte, et ça c'est votre mérite, vous avez donné la parole à tout le monde, n'oubliez pas ce que on dit. Parlant des réseaux sociaux et je fais extension de la télévision. Qu'elle a donné la parole à des hordes d'imbéciles. Quand quelqu'un vous dit, quand quelqu'un vous dit, Monsieur Jacques. quand quelqu'un vous dit que Monsieur Jacques. en 1900, Monsieur Jacques. quand quelqu'un vous dit en 1984, c'est par un décret que le président a changé le nom du Cameroun, alors qu'il y avait une loi. Ça veut dire que l'ignorance est devenue le fond du commerce, et c'est ça qui nous fait perdre aux élections. Et donc, je veux dire à la diaspora, d'accord, je veux dire à la diaspora que je lui ai gardé ce petit morceau choisi. Mais je peux même dire les diasporas. C'est pas toi qui nous a fait un coup tout à l'heure sur la diversité. Allons-y. S'il vous plaît. Il reste une minute, monsieur Limbi. Il reste une minute. Tu nous montres très bien que si tu arrives aux affaires, nous on n'aura même plus la parole. Paul disait aux chrétiens dans Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Et il dit, car quel rapport ont la justice et l'illégalité? Quelle participation la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Je demande à la diaspora camerounaise, celle qui respecte les institutions, qui ne casse pas les ambassades, qui ne brûle pas le drapeau, qui ne soutient pas et qui ne fait pas d'attelage avec les gens qui prétendent diviser le territoire, de ne pas se murer dans le silence. D'accord. Merci. Il faut qu'elle s'organise, qu'elle s'exprime pour que cette mauvaise diaspora où on recrute des mercenaires comme Calibro ne soit pas celle qui parle au nom des Camerounais. Merci beaucoup à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission. Il n'y a pas une diaspora, mais les diasporas, car chaque parti politique a sa diaspora. Le RDPC a sa diaspora, le PCRN a sa diaspora. La preuve qu'Abralibi est en Europe pour rencontrer sa diaspora, le MRC a sa diaspora qui est la base. Même M. Limbi Lobé a sa propre diaspora. Donc la diaspora n'est pas la diaspora camerounaise. C'est Arthur depuis le Congo qui nous a envoyé son message dans le cadre de ce programme de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Fier de vous avoir retrouvé. Merci à vous. Célestin Jamen est la preuve vivante qu'on retrouve le bon sens quand on quitte le MRC. Il y a qu'une seule chose à faire au Nozo, c'est de répondre à la barbarie par la barbarie, que l'armée cesse de réagir, qu'elle agisse, qu'elle fasse disparaître tous les suspects de cette zone, ni vus ni connus, même si cet au faciès, M. Limbi, est le meilleur au Cameroun. Il y aura changement au Cameroun quand on arrivera à écouter des acteurs politiques comme lui. Le référendum du PCRN aura quoi comme question? Voulez-vous la sécession au Cameroun, le nom
va gagner et ça ne va pas, ça ne va rien changer. Le discours de ces gens, c'est pas qu'ils veulent le fédéralisme, ils n'ont jamais pris les armes pour revendiquer le fédéralisme. Très bonne émission à vous, je salue également votre fraîcheur, merci à vous, c'est le fruit de quelques semaines de repos. David depuis le Gabon qui nous a envoyé également sa réaction dans le cadre de ce programme de ce soir. Il y a plusieurs SMS, je ne serai pas à même de pouvoir lire tous vos SMS. Bonsoir à vous, sur le plateau de Tout au clair, ces gars de l'Ambazonie sont soutenus par les frères terroristes du Biafra, car ici à Libreville, ils font des réunions et des collectes d'argent ensemble pour soutenir les terroristes ambazoniens s'achever. C'est Martin Depuis, Libreville au Gabon, qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous vous disons tous les jours que le MRC est une organisation, la suite du mot, je ne vais pas la lire, mais une organisation qui ne respecte pas. Il ne veut même rien apprendre ni du MRC, son parti politique, encore moins des autres acteurs politiques. Pourtant, cela serait bénéfique pour tous les Camerounais. Et il est donc question aujourd'hui de voir quels sont le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau, les vrais fils du continent Parasidia qui arrivent à décrypter les problématiques de notre pays ou même de notre chère Afrique sont les vrais panafricanistes. Et sur le plateau, il n'y en a que deux, Abel Elimbilobe et le sieur Célestin Jamen. Ce sont des problématiques qui, alors des contributions qui ont été données. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, Monsieur Limbi, il vous a reproché de prendre position. Au fait, c'est vrai de prendre la Bible pour étayer davantage votre argumentaire, mais restez vous-même, ne suivez pas les pistes ni du PCRN, encore moins du MRC. C'est ce que pense ce téléspectateur qui nous a écrit depuis le Niger dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, on nous envoie des émoticônes avec vous en train de lire votre Bible. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est toute une Bible qui nous a été envoyée. Bon débat. Également, nous ne reconnaissons plus Célestin Jamen. Il n'y a rien de commun entre certains acteurs politiques et Célestin Jamen ou encore Abel Limbilobe. Et vous pouvez comprendre bien évidemment pourquoi ils prennent de la hauteur pour ce qui est des sujets. Bonsoir à vous sur le plateau. Que M. Nguepi arrête de dire que M. Paul Biya s'est caché en Europe car ils n'ont pas les moyens, encore moins la capacité d'empêcher Paul Biya de se mouvoir. On ne l'a jamais vu se pavaner dans les rues de Genève lorsqu'il est là-bas. Il est toujours dans ses appartements bien nochaux à assumer son calendrier tel que prévu. C'est Yves Abama, militant du RDPC, qui nous a envoyé également son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Nguepi ne respecte rien ce soir et je ne comprends pas pourquoi. Ses opinions sont toujours biaisées. Cela prouve que son parti politique soutient les abominations qui se déroulent dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Désolé. Bravo à M. Abel Limbilobe et M. Elimbi et M. Célestin Jamen. C'est Hans Ngem qui nous a écrit depuis une Consamba. Il y a plusieurs SMS qui sont arrivés et qui continuent d'ailleurs d'arriver et on ne pourra malheureusement pas continuer la lecture des SMS. Le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Nous voulons vous dire merci à vous qui nous envoyez toujours des SMS. C'est un plaisir de vous lire ces SMS-là et même de les partager même à la fin de l'émission pendant notre temps de repos. C'est toujours un délice de pouvoir vous lire. Merci surtout pour vos contributions multiples, pour votre accompagnement et votre soutien multiforme. Merci à Alex Nguepi du MRC, Célestin Jamen, président national de la PAR, qui était avec nous ce soir, Christian Djok Congo, qui malgré quelques moments de turbulence est tout de même resté droit dans ses bottes jusqu'à la fin du programme. C'est le porte-parole du PCRN. Maître Georges Tegem qui était avec nous également ce soir, il est du RDPC. Et puis Abel Elimbilobe, notre consultant, que nous aurons certainement le plaisir, si le temps le permet, de le retrouver ce mercredi 21h, s'il plaît à Dieu. Ne manquez pas le rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous.